Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Nikaya Talk avec un guest, un grand guest, j'ai envie de dire, en la qualité de Guillaume Anzalone cette semaine. Il n'y a pas spécialement de trame dans ce podcast, on va balayer plusieurs sujets, ça va être un vrai talk. Comment vas-tu, Guillaume? Bah, ça va un peu mieux. Difficile de digérer les France, mais on va dire que ça va mieux, ça va Ouais, bien. temporellement, il y a eu les France il n'y a pas longtemps pour toi, ce podcast il va durer, donc ouais, effectivement, de ton côté, il y a eu des France compliquées. Ouais, ouais, ouais. Dans la douleur, principalement de A à Z, et dans la performance décevante, on va dire. Mais bon, faut pas s'attarder sur ça, il faut continuer à avancer, j'ai envie de dire. Ouais, bah, ça va être un sujet qu'on va balayer, hein, la gestion des blessures, des douleurs, court, moyen, long terme, intra, hors compétition. On se le dit, on va pas essayer de parler que de blessures, de douleurs, parce que bon, c'est un sujet qui revient quand même très souvent, forcément en force athlétique et dans tous les sports qu'on veut pousser au niveau, mais on va essayer de balayer plusieurs sujets. Bah, déjà, est-ce qu'il y avait un sujet qui te tenait à cœur en particulier avant de rentrer dans le cœur du podcast? Ah, j'ai envie de dire, digérer la défaite, là. Je crois que c'est un sujet qui me Ouais. bouffe en ce moment. Je pense que c'est pas la défaite au niveau de mes concurrents, parce que je sais que Nico est très très loin, et même si je ne vois pas non plus Antoine non plus très très loin, et ce sera très très loin non plus. Mais c'est le comment reprendre cet engouement, cette envie de. En fait, il y a tellement s'il y a un an, en fait, c'est les un an de séparation, c'est une échéance, il faut être fort pendant 9 minutes sur un an. Et donc, du coup, bah, j'ai pas d'autre chance avant un an. Et là, en fait, bah, j'ai 350 jours à attendre dans la défaite et bah, avec un petit peu bah, j'ai faim, quoi. J'ai Ouais. faim de ça, simplement, donc ça me fait un peu chier. Le Donc, sujet de gérer la défaite, c'est déjà intéressant que tu mettes en avant le côté défaite parce que ça reste un sport très perso. Donc, déjà, la gestion de la défaite, elle n'est pas du tout la même que dans un sport co ou dans d'autres sports. Déjà, pourquoi pour toi c'est une défaite? Ça, c'est un premier sujet. Tu vois, qu'est-ce qui constitue une défaite en force athlétique? C'est juste un classement? Est-ce que c'est plus des performances perso? Tu vois, parce que on voit le niveau qui monte de plus en plus chaque année. Tu l'as mentionné, donc, tes concurrents notamment. Tu vois, leur performance à eux, tu peux pas la gérer. C'est que ta performance à toi. Qu'est-ce qui fait pour toi qu'il y a eu défaite déjà? en fait, je pense que la défaite, c'est pas forcément un total par rapport aux autres ou un classement. Je pense qu'il faut toujours voir une vision sur du long terme dans la force. Il faut avoir un sport qui est très personnel, même si on a des concurrents et qu'on va toujours se fixer sur ses concurrents pour pouvoir essayer d'être plus fort par rapport à eux. C'est un sport assez bête. Si on fait plus que eux, alors on peut être meilleur qu'eux. Euh, Il n'y a pas ce côté. Je- voilà, j'ai pas ce côté à me comparer par rapport à Nico, mais par contre, la défaite, c'est le côté d'avoir fait euh, une préparation post-blessure pendant extrêmement longtemps et d'avoir fait un peu ce côté à parier, à avoir fait un all-in, à me dire, bon, je suis à un mois de la compétition, niveau santé, niveau physique, c'est pas top, mais je pense que je peux le faire. Mais remis un petit peu mentalement dans l'idée de pouvoir me dire, ok, je vais y arriver, je vais y arriver, à me mettre à faire des SBD assez lourds, à me dire, ah, c'est bon, je suis dedans, là, c'est bon, j'ai moins de douleur, et à persuader un peu, à gaslight mon cerveau. Euh, j'aime bien, parce que c'est Brandon Pitré qui dit souvent, hein, il faut toujours gaslight son cerveau, lui dire, non, t'as pas mal, t'as pas mal, t'as pas mal, ou tu vas avancer, ou ce que tu fais, c'est bien, etc. Un petit peu être toxique avec son propre cerveau. Et en fait, au final, quand la désillusion, quand tout tombe, et que que as fait une performance qui est pas celle que tu voulais, et qu'en plus de ça, tu as mal, donc ton all-in, entre guillemets, ce que je considère comme défaite, c'est bah, je régresse par rapport à la suite, parce que j'ai des douleurs que j'ai eues à cause des France et à cause de prépa France qui va perdurer sur la suite de mon parcours. Et de deux, bah, pour faire une performance qui est bah, médiocre en soi, sauf manque de respect à tous ceux qui sont dans ma catégorie, qui Non, considèrent que c'est par rapport à toi de toute façon. On prend c'est toujours le par rapport à référentiel par moi. rapport à soi. Mm. Voilà, faire un 7,70, faire même moins que mes openers prévus, parce qu'on a dû enlever, descendre les openers au fur et à mesure, bah, c'est une défaite. Et on peut ça repartir avec une douleur à en faire des malaises, c'est encore plus une défaite. Je la prends comme si j'avais pris un KO, quoi. J'ai pris un vrai KO sur la plateforme.
je repars avec des douleurs et en plus un sentiment amer dans la bouche, quoi. Hmm. Je pense que ça dit beaucoup du momentum qu'on crée. Comme tu as dit, c'est un momentum long terme pour toi parce que tu vises des France Open au prochain France Open. C'est un peu ça ton calendrier, ta roadmap mentale. Tout ce qui est en dehors qualification, si tu dois les faire, c'est pas forcément quelque chose que tu prends en compte. Donc pour toi, tu es un peu dans cette nouvelle zone où beaucoup et de plus en plus d'athlètes vont être, qui est de ma prochaine échéance, c'est les France. J'ai pas forcément l'opportunité de faire de l'inter. En tout cas, c'est quasiment pas sûr par rapport à par rapport à la concurrence. Donc en fait, mon option, c'est tous les ans des France, tous les ans les France, tous les ans les France. Un peu, ça va devenir la rat race pour beaucoup de personnes en open, si c'était pas déjà le cas en réalité. C'est Et ça, du coup, ce momentum, il est plutôt long terme, on va dire. En tout cas, pour la force athlétique, je dirais qu'il est plutôt long terme. Et de quoi on le constitue ce momentum-là, c'est super important. Tu vois. Là, tu as mentionné pas mal de renforcement négatif, qui est important à faire de temps en temps. Se dire, bah non, t'as pas vraiment mal ou pousse par-dessus la douleur, etc. Et effectivement, quand ce momentum-là, il arrive jusqu'au moment de la compétition, quand la compétition redescend, finalement, j'ai envie de te dire presque, peu importe que la compète elle se passe bien ou mal, dans tous les cas, va y avoir un sentiment, une petite mort, si tu veux, mentalement. En tout cas, tu t'es associé à ce moment-là, tu t'es projeté dans ce moment-là, tu as tout fait pour ce moment-là. Quoi qu'il arrive après, dans la victoire, dans la défaite, évidemment, sans toujours mieux dans la victoire, mais il y a ouais. forcément le cassage de ce momentum-là, et du coup, reprendre un nouveau momentum, reprendre des guidelines mentales, se remettre des objectifs en tête. Ça, c'est un point qui est super important. Mais surtout, j'ai envie de dire, parce que là, on parle d'un moment où ça s'est mal passé, mais même aussi pendant les moments où ça s'est bien passé. Parce que pour le coup, dans les moments où ça s'est bien passé, soit on va omettre des points négatifs, soit on va sortir de la compétition avec un sentiment de et après quoi? Et du coup, une certaine banalisation, en tout cas, pas forcément les objectifs qui sont cadrés. Donc, dans tous les cas, défaite ou victoire, reprendre très vite un nouveau momentum, pas forcément se cadrer à long terme, parce que quand tu es dans une rat race à l'année comme ça, où tu fais toujours la même compétition, ça sert à rien de se reprojeter forcément à long terme. Allez, l'an prochain, je fais tel total. Je pense pas que ce soit très relevant. Par contre, se remettre très vite des enjeux court terme dans l'entraînement, remettre un petit peu de positif aussi dans l'entraînement, quand tu as fait C'est ça. beaucoup de renforcement négatif, je pense que c'est important. Et c'est encore plus important, je dirais, dans la victoire. Personnellement, j'ai fait quelques saisons qui étaient vraiment superbes. Et au final, les post-compétitions, j'étais presque aussi down au niveau voilà, sensibilité du système nerveux, même mentalement, j'étais presque aussi down que si j'avais fait une mauvaise compète. Parce qu'on est aussi dans un sport où il y a une injonction à toujours faire plus. Parce que c'est un sport qui progresse très vite et que si on veut rester relevant, avoir cette image, cette identité d'athlète qui est bonne, en fait, il faut toujours faire plus, faire plus, faire plus. Et au final, dans la défaite, ça permet de reprendre aussi un pas de côté et de se dire, je suis plus dans la course, j'ai aussi de quoi aller pivoter, explorer des choses un petit peu nouvelles. On réinvente aussi un petit peu son image d'athlète. Enfin, j'ai parlé un petit moment, mais c'est un petit peu mes premières réactions par rapport à ça, quoi. Ouais. Cette sensation aussi d'avoir ce côté extérieur des gens, soit des gens qui sont totalement extérieurs à ce sport, qui comprennent pas vraiment ce qui s'est passé, vu qu'il y a, voilà, qui vont dire félicitations pour ta compétition. Moi, le nombre de personnes qui m'ont dit ça, j'avais reçu une centaine de DM, et toutes les personnes, après j'ai coaché une compétition de DC dans ma région, toutes les personnes que j'ai croisées m'ont dit félicitations pour ta compétition, etc. Et toi, tu es là, tu as fait la compétition la pire de ta vie, tu as été sous douleur, euh, ibuprofène, douleur, à en vomir, et t'avais juste envie que ça se finisse, et tu rentres à la maison et tout le monde te félicite. Et là, les portes s'ouvrent à la médiocrité. Tu dis, soit tu vas te conforter là dans l'ego, tu vas te dire, bah cool, je suis le boss, tout le monde me félicite, je suis le boss. Soit tu as cet effet que j'ai moi de, de compétiteur depuis que je suis gamin, depuis que j'ai 13 piges, on m'a mis dans le sport au niveau. Et à chaque fois que quelqu'un m'envoie un message comme ça, ou même un ça va aller, j'ai Ça va aller, ça doit être le pire. j'ai vraiment mais envie d'aller directement me foutre la tête dans le mur et me dire maintenant faut que tu y rentres, tu vois, genre c'est pas possible d'avoir ça, tu vois, je peux pas recevoir ça. C'est je suis tellement cette frustration de et ça me rappelle toujours une chose dans ma vie. Quand j'avais 17 ans, j'avais loupé le panier pour la gagne pour les Final Four à l'époque, donc voilà, des finales de basket. Et tout le monde m'avait dit, le ça va aller, c'est pas grave.
Et en fait, tout le monde était reposé sur ce panier-là que j'avais raté, qui avait fait perdre le match. Alors qu'avant, il y avait des milliers d'actions de merde qu'on avait réalisées qui nous auraient fait pas, que j'avais pas à prendre ce shoot à ce moment-là. Parce que tout le monde s'était reposé sur, j'avais la dernier shoot, j'avais la dernière balle. Et là, j'ai un peu cette même sensation de euh, tout le match que j'avais fait, donc toute ma prépa que j'avais fait, j'avais fait des belles choses. Et j'ai loupé le dernier tir qui est donc les Open France. Et du coup, les gens, ils me disent en mode, c'est pas grave, tu vois, ça va aller. Bah non, en fait, j'ai dû rebondir vite et j'ai dû me dire non, faut que je retourne dans une dynamique parce que si je reste là-dedans, soit je me conforte et je me dis bon bah c'est bon, c'est pas grave, je suis pas fait pour ça, je reste un petit athlète de bas niveau et je fais ma vie. Soit je me mets vraiment dedans et je commence à recentrer un peu mes priorités. Et c'est la première chose que j'ai faite. J'étais dans la voiture le jour même à 8 heures de route, j'étais en train de faire ma prog. J'étais en train d'essayer de trouver un moyen de rebondir et le lendemain j'étais à la salle. Et j'étais à la salle tous les jours qui ont suivi à faire du priap, à riab, à parler avec des gens qui sont. Enfin, En tout cas, je... il y a une obsession de retrouver une dynamique très rapidement. Je pense que ça vient sûrement de ton héritage basket, sport co, où il y a des enjeux potentiellement bah, toutes les semaines en réalité. Là où en force, au final, il n'y a pas forcément d'enjeux toutes les semaines. En tout cas, il n'y a pas d'enjeux compétitifs toutes les semaines, tu vois. Ça, je pense que c'est un petit switch qu'il faut faire au niveau de la mentalité avec la force, c'est que il y a des longues phases de récupération entre les compétitions. Et surtout, il y a un scope qui est quand même beaucoup plus long terme en termes de compétitivité par rapport à d'autres sports. j'ai Et j'ai pas ça. À l'époque, c'est vrai que c'est toujours lié au basket, mais à l'époque, une image qui m'avait marqué, j'avais reçu une équipe, donc c'était Antibes, à l'époque, en cadet France au basket, et ils très nous bon niveau. avaient explosé la gueule. Ils nous avaient Ouais. démonté. Ils nous avaient mis 30 points. Il y avait Isaac Coordinés, mais qui sont NBA maintenant. Ils nous avaient démonté la gueule. Et après, ils sont partis courir après le match. Parce que le coach n'était pas satisfait de la défense qu'ils avaient réalisée pendant le match. Et c'est là que dans ma tête, je me dis, même si cette petite course, elle sert à rien, elle sert à justifier au niveau mental, à Mhm. me dire que dans ma discipline, je peux pas me dire d'abandonner maintenant, parce que si je laisse je vais laisser de l'espace, je vais laisser de l'espace pour que je vais réfléchir, et je vais laisser de l'espace à un doute, et ce doute-là, je veux pas l'avoir. Si j'ai fait quelque chose qui est pas satisfaisant, il faut que je puisse le comprendre, et que mon cerveau puisse le comprendre aussi. Donc, je vais pas De toute dire façon, d'aller faire un footing après ta compète de force, quoi, mais c'est un peu non, mais c'est les événements qui vont suivre la compétition, le post-compétition, ils sont tous marquants pour le cerveau, en fait. L'enjeu d'un compétiteur, c'est brancher, rebrancher en permanence les réactions de son cerveau pour être toujours sûr d'être dans le cadre de la performance. C'est vrai que le moment, en fait, où il y a le plus de désancrage par rapport à son identité d'athlète, c'est quand on sort de l'aspect de performance. Donc, ça peut être effectivement, du coup, ne pas faire ses performances en compétition. Du coup, on sort vraiment, on s'est mis un chiffre en tête, on s'est mis une performance, on s'est mis aussi un sentiment en tête. Et quand c'est plus aligné avec ça, quand le résultat n'est pas aligné, on sort de l'identité de l'athlète qu'on s'est faite. Et très vite, en fait, les réactions, ça va être bah, se reconnecter à une autre identité ou à une identité d'athlète qui est nouvelle. Ça, c'est un enjeu qui est super important. Et on ne peut pas le faire toujours face à la défaite ou toujours face à la victoire. Il faut avoir un mix des deux. C'est pour ça qu'une carrière, que vous le vouliez ou non, elle sera ponctuée de bonnes compétitions, compétitions moyennes, compétitions très mauvaises. C'est inévitable et c'est même bon pour votre croissance en tant qu'athlète, que vous soyez destiné à être de très haut niveau ou niveau moyen. Dans tous les cas, c'est les mêmes voies en réalité. Et rebrancher son cerveau vers la performance, c'est super important. Là où je pense qu'il y a une différence avec la FA, c'est que du coup, vu que le temps est plus long, il y a plus d'options pour pivoter et surtout, ça laisse plus d'espace pour, bah, si au lieu de faire un jour de récupération totale, en fait, tu peux faire 7 jours de récupération totale, ça va pas changer grand-chose. Ça va te laisser même peut-être un petit peu plus de temps. Mais par contre, dans tous les cas, il faut qu'il y ait des faits marquants ou des dynamiques marquantes qui soient lancées. Tu vois, typiquement, quand tu as mentionné le fait de j'ai fait ma prog de suite, ça, c'est vraiment le truc que, pour ceux qui sont auto-coachés en tout cas, ou qui font leur propre prog, c'est très vite se réancrer sur un plan, en fait. Ouais, et pour ceux qui sont coachés, simplement devoir faire le meilleur des feedbacks de la compétition et de la prépa, et de ce qui a voilà, à son coach, qui est une communication assez fluide là-dessus, parce que ça passe par là, quoi. Hein. Si le coach, si on veut se relâcher sur le coach et qu'on va dire au coach, bah, voilà, j'ai eu ça, j'ai ressenti ça, j'ai ça comme douleur, mentalement c'est ça le problème, qu'on puisse se remettre, même prendre des petites notes perso. Je donne un exemple bête. Moi, j'ai un athlète qui a testé un nouveau prêt à sa compétition. J'en ai pris ce prêt-là.
eh ben, je lui dis, ce prix-là, bah, tu te le notes que ça marche pas sur toi parce que tu as des douleurs au ventre, etc. Nanana. Enfin, au moins, trouver des choses qu'on peut marquer sur plein d'autres trucs différents. Bah, ça, j'ai mangé ça avant, c'était pas dingue. Il y a tellement d'étapes différentes où on peut avoir de l'expérience à une compétition et qui est purement personnel. Donc, déjà, juste post-comp, se marquer ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et ce qui n'était pas bien, ce qui est dans la compétition. Euh, même que ce soit même niveau musique ou niveau environnement, tourner avec cette personne-là, ce genre de rack-là, comment j'ai fait ma chauffe. Je trouve que c'est super important parce que on réagit, bah, pas réagir à chaud, prendre son téléphone et faire le fameux it didn't, ça s'est mal passé, ça s'est bien passé, ma question, enfin, Et en fait, le fameux. c'est super important parce que au moment de la compétition, tous les sens principaux, donc kinesthésique, donc le mouvement, de vision et d'ouïe, ils sont vraiment maximisés. C'est là où il y a un max d'informations à récolter. Et c'est des informations qui vont vous servir pour créer ce qu'on appelle des compétences, des habiletés mentales. Et ça, c'est un point, bon, maintenant ça devient un peu plus dans le sujet, la préparation mentale en force athlétique, comme dans tous les autres sports. Mais c'est super important de retrouver des données, mais vraiment des données qui sont très internes, réactions internes à l'environnement extérieur. C'est vraiment 100% de ce qu'il faut prendre. C'est ce qui vous fera prendre en expérience, mais même de manière très, très somatisée, de manière très internalisée. Vous n'allez pas forcément mettre des mots dessus. Par contre, mettre les mots dessus, ça, c'est super important parce que finalement, les dynamiques de très vite après la compétition, elles vont vraiment émaner de ça. Elles vont pas émaner du bloc d'il y a, je sais pas, un an post-compétition. On va pas refaire la même chose que ce que vous avez fait un an post-compétition sur les derniers France. Ce qui va vraiment déterminer les 3 4 semaines qui vont suivre la compétition en termes de plan, c'est vraiment tous ces éléments-là que vous allez récolter pendant la compétition. C'est ça qui va donner les vraies dynamiques en fait, parce que c'est là où il y aura le plus de levier. Donc ça, tu fais un très bon sujet. Il y a pas mal d'athlètes qui sont pas forcément dans la communication. S'il y a un moment pour bien communiquer, c'est le moment de la compétition. Parce que c'est ça qui remet une vraie dynamique en place. Bien communiquer, ça peut passer un petit peu sous les radars. Quand on est en plein milieu d'une prépa ou quand on est dans un bloc de pivot, c'est vrai que ça peut même être bien de temps en temps de communiquer peut-être un petit peu moins. Ça peut être acceptable. Mais par contre, s'il y a bien un moment où vous devez récolter des données, et c'est ça qui va cadrer votre progression sur la prochaine compétition, bah, du coup, c'est le moment de votre dernière compétition. Moi, perso, j'ai eu des athlètes, sur la masse d'athlètes que j'ai eu, j'en ai eu qui étaient des taiseux, tu vois, des mecs qui n'étaient même pas forcément super investis dans la FA dans le sens compétiteur. Par contre, en sens loisir, ils étaient à fond dedans. Ah, et du coup, les feedbacks voilà, sur le bloc 1,5 de pivot, de machin, ça, t'entendais rien du tout, fallait aller chercher les informations. Par contre, c'était quand même les mecs qui communiquaient le plus sur ce qui s'est passé en compétition. Et au final, même s'il manque en termes de communication, d'engagement de manière générale pendant la prépa, si on reçoit des bonnes infos pendant la compète, on est sûr de garantir au moins une progression à long terme. Je sais pas si je me fais comprendre. Moi, j'ai compris en tout cas. Ah bah, c'est très bien, déjà on est deux à le Ça comprendre. comprendre parce que tout le monde va le comprendre, j'imagine. Bah, du coup, ça fait une transition un peu intéressante sur les niveaux d'engagement des athlètes et même au niveau d'engagement des coachs. Est-ce que tu as remarqué quelque chose de particulier cette année sur les France Open, des différences sur les autres athlètes dans ta catégorie ou potentiellement sur les coachs? Par rapport à l'année dernière ou encore aux années précédentes, et même aux expériences inter, tout est beaucoup plus pro au Parce que niveau toi, faut de. mentionner que de ton côté, tu t'as fait beaucoup d'inter, tu t'es déplacé beaucoup sur des plateaux inter juste pour récolter des Ah, données. Ah, genre, ok. ouais, ouais, ça fait depuis 2021 que j'ai loupé aucune compétition inter, sauf universitaire, et encore, j'en ai fait quand même trois quatre. Soit en coachant, soit en étant simplement supporter, accompagner les gens, c'est d'aider le plus possible les athlètes français, parce que bah, j'ai un peu ce côté patriote et j'adore aussi deux choses. J'adore parler avec les étrangers. J'ai la chance de pouvoir parler plusieurs langues, donc de pouvoir parler avec les coachs étrangers, Joey Flex, Bryce, ces gens qui sont. Je te dis, bon, bah, qu'est-ce que c'est la vérité là-dessus? Parce qu'une vidéo YouTube, ça aide pas forcément, mais parler avec ces gens-là, c'est toujours intéressant, et parler avec les athlètes aussi, c'est intéressant. Et surtout encourager l'équipe de France, hein, et majoritairement voir comment ça se passe au niveau de l'expérience, parce que j'avais des gens qui étaient très forts je coachais des gens très forts et j'avais envie de comprendre et de les accompagner au mieux sur les expériences internationales. Donc j'avais besoin de pouvoir voir au mieux. Et, euh, et pour revenir là-dessus, bah, même en inter, j'ai rarement vu des choses aussi pro que j'ai vu aux Open France là récemment. On avait des juniors qui avaient des aspects de prépa mentale que même les pros ne font pas. J'ai des moments, des personnes qui arrivent à se cadrer.
Et même Nico, enfin là on prend l'exemple de ma catégorie, il a encore développé sa prépa mentale différemment, avec des images, avec des choses, etc. Donc on professionnalise encore plus pour arriver à gratter, à optimiser un peu plus ses performances. Et je vois en fait, voilà, le niveau a explosé, évidemment, les gens sont beaucoup plus forts. Et surtout, bah, les gens sont, par contre, une chose, et là ça va être un reproche que je vais faire, et là je vais vraiment faire un gros reproche là-dessus. Euh, Putain, mais les gens ils se parlent plus. Mm. Enfin, c'est super con ce que je vais dire, mais je sais pas. Alors, j'ai vu ça chez les 120, j'ai vu ça chez les 105, un peu pareil. Euh, 83, j'ai vu un peu ça. Les gens, bah, ils font leur compétition, ils prennent leurs affaires, ils rentrent chez eux, mais il n'y a pas un moment où ils vont boire une petite bière, ils vont parler. Enfin, on est arrivé à un moment où même, ah, non, ça c'est interdit, ça marche pas, ça on peut pas faire, tu vois. Il y a des gars, j'avais côtoyé des gens qui jouaient en Pro B Pro A. À la fin de leur match, ils allaient boire une petite bière, ou même quand ils avaient un beau match, ils allaient boire une petite bière. Et ils restaient quand même des athlètes de très très haut niveau. Ils avaient voilà, des salaires extraordinaires. Et nous, j'ai l'impression que dans notre sport, on est tellement en train de optimiser et de mettre la pression euh, sur des choses et à avoir trop d'attentes qu'on n'a pas ce côté à pouvoir aussi avoir cette communauté. Et je pense que c'est dommage parce que c'est ça au final qui fera qu'au niveau pays, au niveau à l'échelle nationale, voire internationale, on va pouvoir être meilleur, plus fort et faire briller plus d'athlètes. À avoir des gens à s'encourager un peu plus et à se parler un peu plus. Ah, c'était comment ta prépa, toi? Ah, bah, je sais pas, j'ai fait, je sais pas, du football, j'en ai rien à foutre. Mais, tu vois, genre, au moins comprendre un peu ce qu'ils font les autres athlètes, même en France, parce que comment est-ce que moi en inter je peux parler avec des athlètes après post-compétition et comment je peux pas le faire en France en fait dans mon pays, comment est-ce qu'en France je peux pas parler avec des athlètes en post-compétition alors qu'en inter un mec comme Cal Johansson il peut me parler pendant 1 heure et demie et m'expliquer pourquoi ce qui va bien, pourquoi ce qui va pas bien, tu vois. Ouais. je j'ai l'impression qu'on est tous ennemis, on n'est pas ennemis, on est ensemble en fait. Donc, je Moi vais le reformuler de la manière suivante, moi, de ce que j'observe d'un peu plus loin et de ce que tu vois du coup sur les gens qui viennent dans le coaching, etc. C'est que en France, peut-être dans d'autres pays aussi, j'imagine, mais en tout cas à l'échelle française, avec la force athlétique, il y a un biais d'hyper-spécialisation qui se met en place dans la ouais. pratique, mais aussi dans comment on conçoit sa pratique. Et bon, je sais pas, ça sert à rien de dire hyper-spécialisation, c'est comme dire ultra, forcément, tu dis que c'est mauvais de base, tu vois, en disant ça. Mais juste quand on va loin dans la spécialisation, ça comporte aussi des risques, hein. Si on met 100% de son engagement sur une chose, il y aura forcément d'autres pans de notre vie où on va devenir moins spécialiste, où on va être moins bon. Donc ça a forcément un retour là-dessus. Mais je pense que là où on peut rentrer dans de la spécialisation qui est mauvaise, c'est qu'en fait, quand elle arrive trop tôt, en fait. Quand on n'a pas eu le temps de prendre l'information, de la digérer, finalement de prendre son temps, en fait. Et ça, bon, bah, il y a quelques années, on rigolait quand on voyait bah, des mecs qui arrivaient en force athlétique, qui passaient d'une salle commerciale à la complète SBD, plus j'ai vu toutes les vidéos de un tel, un tel, un tel. Au bout d'un mois, en fait, t'as l'impression que le mec, c'est un ancien de la force athlétique. De nos jours, je ne sais pas exactement si c'est toujours pareil, mais en tout cas, ça a l'air d'avancer encore un peu plus loin. Donc il y a des bons côtés dans l'hyperspécialisation, ça crée des athlètes qui sont prêts à performer au haut niveau. Par contre, quand ça arrive un petit peu trop tôt dans la carrière, je pense que là, c'est un peu brûler les étapes en fait. Et Toi, c'est sur il y a quoi? C'est même plus ce sur le côté côté, communautaire que bah, tu c'est que même tu as pas côté trouvé? communautaire, mais comment, enfin en Lituanie les 83, il y avait un resto qui était ouvert en Lituanie, bon, pour raconter un petit peu la Lituanie, c'était au milieu d'une forêt, dans un Skinskari, c'était au milieu d'une forêt. Et les gens, les 83, sont partis marcher jusqu'au restaurant, et qui était genre 2 kilomètres. Ils parlaient, les 83, c'est quand même une compétition assez serrée, bon, il y avait pas, Hmm. je sais pas s'il y avait, je me souviens plus. Et en fait, dans le restaurant, tu avais tout le monde, et tu avais tout le monde qui parlait, des Australiens avec machin et tout. Et ça buvait, ça mangeait, ça était heureux, ça rigolait. Même le mec qui venait de se faire éclater, le mec qui avait bullé, le mec qui avait. Il parlait, en fait. Il y avait un moment où il y avait une communication, et ça allait un peu plus. Là, c'était très personnel. J'étais. Hmm. Alors, je peux comprendre, moi-même, j'ai un sentiment assez amer. Mais voilà, j'ai mis mon seum de côté. J'ai sorti ma fameuse gourde de la victoire, ma tradition. Et je suis allé voir les gens, je suis essayé de parler avec les gens. Les gens étaient trop. J'ai l'impression qu'on se met beaucoup trop de pression dans ce sport. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont beaucoup trop forts dans ce sport. Et qu'à un moment, si on veut tous être champion et qu'on veut tous se mettre en tête d'être le numéro un, on va jamais prendre de plaisir quand on va être numéro 7, numéro 6, numéro 5. Et au fond, il y a un moment pour pouvoir se concentrer et se mettre dedans, mais quand c'est fini, peut-être se laisser, à ce moment-là, tu vois, on en parlait juste avant, à ce moment-là, se laisser peut-être 4-5 minutes
pour pouvoir aller parler un petit peu avec les copains et, Mhm. et se mettre, enfin, voilà, prendre un peu de temps parce qu'on se voit jamais. On se voit que sur les réseaux. Là, on a un Mhm. petit peu de vie réelle. Pourquoi pas partager un petit peu d'émotions réelles et de se dire, bah, voilà, je connais la personne qui se fait cette barre-là à côté de moi, qui était mon concurrent, qui m'a gagné 2,5 et que j'ai le seum, bah, c'est un humain que j'apprécie. Et en fait, c'est pas un humain que je déteste parce qu'il m'a gagné 2,5, tu vois. Et ça éviterait, je pense, des histoires de merde dans notre groupe. Ça éviterait des divisions dans un sport qui est assez récent. Et je pense que pour le sport en général, ça serait quand même quelque chose de beaucoup mieux de se dire que, bah, au final, même si je suis nul et que je suis qualifié à mon groupe A France ou à mon groupe B, même si c'est nul par rapport à dans ma tête à mes objectifs et aux champions, bah, au moins j'ai passé un bon moment parce que je vais voir des potes et je vais voir des mecs qui sont dans la même passion que moi, qui ont les mêmes efforts que moi et qui vont pouvoir me dire eux ce qu'ils ont comme vision là-dessus. Mhm. Et Je, bah, je je trouve ça pense un peu qu'on est, dommage. on n'est pas loin de la particularité française en vrai, parce que moi, quand j'ai commencé la FA, je venais de d'autres sports à la base. Et j'ai remarqué quand même très vite que bon, la FA, c'est rentré dans ma vie de manière très intense, très rapidement. Et c'est vrai que quand j'ai fait mes premières compètes inter, par exemple, j'ai vu que ma mentalité post-compète, elle avait un petit peu changé. Dans ce sens-là, ce que tu décris exactement, le côté de rester un peu l'entre-soi, et même rester recroquevillé un peu sur soi. C'est vrai que j'ai eu parfois ces réactions-là post-compétition par rapport à ma performance pure et dure. Je pense que ça a un lien, je pense, hein, avec bah, quelle est la population qui fait de la force athlétique en France. Est-ce que c'est des anciens sportifs de sport ou pas? Je pense que c'est plutôt du côté pas en France. Du coup, forcément, l'éducation au sport, elle est pas pareille. L'éducation à la victoire, à la défaite, elle est pas pareille. Quand tu n'as jamais eu connu, ou quand tu n'as pas connu beaucoup de grosses victoires, de grosses défaites dans d'autres sports, c'est compliqué de le gérer aussi quand tu arrives dans un sport qui est la force athlétique, qui est vraiment un sport hybride, hein. C'est des sports qui viennent bah, de la salle commerciale, quoi. Enfin, je veux dire, tu peux faire une corrélation directe avec l'augmentation du nombre de fitness park et de basic fit avec le nombre Non. d'adhérents en force athlétique, hein. Donc, Ouais. il y a sûrement quelque chose à aller chercher de ce Et côté-là, encore, mais dans, et dans encore, tout le... les fitness parks font des réunions pour pouvoir mettre des salles de force dans les fitness parks, donc tu vas en voir encore plus de personnes qui vont s'y mettre et se développer. Ça commence à vraiment prendre un essor. Donc ça va être de pire en pire. Maintenant, c'est par rapport au nombre de salles, plus de salles, espace force, tu vas avoir encore plus d'adhérents et des adhérents forts. Donc ça, c'est tant mieux. Tant mieux, mais dans tous les cas, je pense que c'est vrai que la communication, c'est vrai que c'est assez important. Et ouais, je pense que je peux avoir le même retour que toi, quoi. Parce que moi, je me souviens que moi, post-compétition, notamment les lendemains de compète, quand je suis encore sur les lieux, j'ai tendance à vouloir parler un peu avec tout le monde. Parce que c'est juste une envie que j'ai, tu vois, c'est pas spécialement calculé du tout, mais c'est une envie que j'ai. C'est vrai qu'en France, on a des vrais clans, quoi. Il y a le clan d'un tel, le clan d'un tel, et tout le monde se rassemble un petit peu en clan. Il n'y a pas forcément d'échange entre les gens. Mm. Effectivement, se permettre d'échanger, c'est quand même un point fort d'un sport qui, à la base, je trouve, pour moi, la force de la force athlétique à la base, c'est qu'il y a un aspect communautaire qui est vraiment important. En tout cas, moi, quand j'ai commencé la FA, 2018-2019, c'était vraiment bon, il y avait déjà des clans, etc., hein, mais il y avait déjà un aspect communautaire, vraiment, au moins sur les lieux de compétition, où c'est vrai que tu pouvais parler un peu avec tout le monde, où tu passais du bon temps avec tout le monde, et c'est ça qui créait un peu l'identité du sport, quoi. Alors C'est, que maintenant, c'est peut-être un petit peu moins le cas, je sais pas. c'est, c'est quelque chose qui me surprend. Alors, l'autre différence que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens qui viennent du sport de haut niveau, enfin, ou du Mhm. sport à grosse intensité, qu'on retrouve sur les hautes plateformes. Euh, Là, dans mon groupe, j'ai des gars qui viennent du rugby, j'ai des gars qui viennent du rugby haut niveau, j'ai des gars qui ont fait des centres de formation, hein, que ce soit l'oncle Lotus, il a fait des centres de formation, mais j'ai Eric Ouais, Dubois, grosse caté, il y a forcément des mecs qui ont un passif derrière, de sûr. ils Parce ont que un pour monter passif. à 120 kilos de poids de corps, faut avoir fait quelque chose avant. Ouais, Tu c'est peux pas ça. que faire de mètres. Je pense qu'il y a ça, mais tu vois, je m'attendais justement à avoir ce qui était bien, à avoir ce côté un peu plus communautaire. Et, euh, et au fond, je pense que ça peut faire vivre, enfin c'est très égoïste, mais ça peut faire vivre des déceptions aux jeunes qui arrivent dans les Open France et qui sont contents de voir un tel, pas forcément leurs idoles, mais des gens qu'ils apprécient. Et en fait, les gens n'en parlent pas, tu vois, genre prendre un peu de temps pour pouvoir essayer de pouvoir. Je pense que c'est quelque chose d'important en général. Et puis, voilà, ça serait, si un jour ce qu'elle a en équipe de France, qu'il a un peu un aspect social aussi, quoi. Qu'il ait des amis. Et je pense que la différence que tu disais, c'est que tu es tombé dans la FA, mais tu avais un énorme groupe à côté de toi. Il y a des gars, et je vais reprendre un gars que j'avais en 83B, qui était dans le groupe avec un de tes athlètes. Euh,
Il y a un gars, il est venu seul à la compétition. Il n'était pas coaché, pas de personne qui l'a handle pendant tout le long. Il est reparti seul. Il savait même pas forcément les règles, rien du tout. Mais le mec s'entraînait seul aussi dans un patelin, je vais dire un nom au hasard, mais à Saint-Martin, les Beaux-Airs. Euh, le gars, il arrive au Championnat de France, il se dit putain, je vais pouvoir parler avec des gens, je vais pouvoir un petit peu interagir avec les gens que j'adore. Et en fait, bah, il est parti seul, il est arrivé seul, il y a rien eu. Et ce mec-là, je pense qu'il va pas vouloir s'entraîner comme pour être plus fort, tu vois. Je pense qu'il va rentrer chez lui, il va se dire, en fait, c'est un sport de con, tout le monde c'est des cons, et puis moi, je suis un con, mais soit je vais continuer parce que je suis un con, soit j'arrête parce que bah, ça sert à rien, en fait, je vais me mettre Bah à lui, un il a eu sport. la continuité de l'expérience de l'entraînement, mais sur un plateau. Point. C'est Ouais, tout. c'est ça. C'est, il a Pas eu payé un plus que ça. SBD à 9, juste qu'il a payé 300 balles de plus pour pouvoir Ouais, ouais, payer c'est son ça. déplacement et son péage. Mais ouais, enfin, je trouve ça Surtout un dans peu un sport con. où on est 365 jours par an, allez, 360 jours par an, pour peu que tu fasses 4-5 compétitions. En fait, tu es centré sur Oui, oui. toi à 100% tout le temps. Avec les 4-5 jours où tu peux être un petit peu plus ouvert à l'expérience, on va dire, bah, ils peuvent être super valuable dans comment tu conçois ton sport aussi. Parce que, qu'on le veuille ou non, un sport, c'est un pays, une fédération, des gens qui s'occupent de cette fédération, des gens qui s'occupent des fédérations régionales, des gens qui sont acteurs. Effectivement, si on ne peut pas interagir avec eux, c'est pas forcément super marrant, quoi. En tout cas, on ne dépasse pas le cadre de la pratique loisir en réalité comme ça. Déjà que tu viens de te faire, souvent quand tu arrives en compétition open, tu étais premier, tu viens de te faire arracher la gueule par les mecs qui sont les plus forts de France. Si en plus tu peux pas parler avec eux, avoir un petit sourire, tu vas juste, tu vas tu vas créer un Sasuke là, un mec dark qui va se dire, c'est dans son coin, il va commencer à remonter une communauté. Voilà, quoi. Néanmoins, j'ai un autre sujet qui m'arrive dans la tête que je vais dire vite avant que je le Vas-y, perde. vas-y. Les arbitres, j'ai un sujet vraiment principal là-dessus. Vas-y, Je vas-y, vais dis-moi. pas aller parler mal de l'arbitrage parce que c'est pas un truc. Mais qu'est-ce qu'ils foutent en contrebas? Qu'est-ce qu'ils foutent en dessous de la plateforme? Moi, c'est un truc que je n'arrive pas à comprendre. Déjà qu'ils aient 85 ans, c'est autre chose. Mais qu'en plus, on les mette en dessous, ils y voient encore moins les choses. Ils se sont perdus sur les locks. Je vais pas prendre mes exemples à moi, mais Guillaume Paresso, son lock, moi je le vois lock, hein. Il y a plein d'actions que je vois. Il y a la def, il y a pas, il y a la def, hein. Mais en fait, ça donne un côté interprétation sur le mouvement à être convaincant. Mais on n'est pas des acteurs, on est des powerlifters. On n'est pas en train de te dire là, en fait, il a mis les épaules comme ça, donc du coup, hop, c'est lock. Non, en fait, il voit même pas forcément la flexion correctement de la hanche, il voit pas forcément l'extension du genou correctement. Et les mecs, vu qu'ils sont en contrebas, bah, tu sais, en contrebas, la moitié, enfin, ils sont là. Bon, moi, je vais donner une expérience perso, mais le gars, il nous dit au début, ah oui, oui, c'est ce banc-là. Alors, je passe le dernier jour, hein. C'est ce banc-là pour la compétition. Il monte le banc, l'ancien banc Eneco. Je dis, mais t'es sûr? Ah oui, 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 c'est là. Le mec a arbitré toute la compétition, il savait même pas quel banc on utilisait. Pour te dire à quel point il était loin du plateau, ou même ou s'il avait peut-être du mal à voir. Mais, euh, on a en fait, et ça, je pense, voilà, il y a alors je sais pas s'il y a du gatekeep, déjà au niveau de, on va parler de deux choses différentes. La première, c'est peut-être le gatekeeping au niveau des arbitres jeunes, parce qu'on en a plein des arbitres jeunes de partout, qui ont plus de 2 ans d'expérience, qui arrivent pas à passer nation. On revoit toujours les mêmes arbitres, et bon, peu importe, hein, c'est pas quelque chose de mal, mais pour eux, au niveau de la fatigue, c'est peut-être chiant d'aller plusieurs fois sur le plateau, de peut-être le mec qui est moins concentré. Mais si en plus on les fout en contrebas, euh, Bah, c'est simple, l'effet de contrebas, déjà sur les articulations du bas du corps, pour un soulevé de terre par exemple, si tu es en contrebas, tu as toujours l'impression que les genoux ils sont pas lock. Ça, c'est une exactement. constante. Par contre, si t'es, à l'inverse, si tu es un peu au-dessus, tu as l'impression que tous les deadlifts sont lock. Ça, c'est une Ouais, mais différence qui. on est en 2024, à l'époque, donc je vais revenir à l'époque du serment du jeu de paume, hein, où on faisait les jeux de paume, on arrivait à avoir des arbitres, on jouait avec la main, c'était 1680, c'était quand 85 là où ils se rejoignent là, avec les mains on jouait au tennis, les mecs ils avaient quand même des trucs pour pouvoir se surélever et pouvoir voir le jeu correctement. On était il y a 200 des poussières, là on est en 2024, on n'arrive pas à donner aux arbitres des petites chaises pour qu'ils puissent être à la même hauteur. Enfin, au pire, si on veut pas redescendre une plateforme et faire une énorme estrade parce qu'on n'a pas la capacité matérielle et de pouvoir gérer ça et de pouvoir mettre ça en place dans une salle parce que le sport manque de bénévoles ou encore manque de matériel ou encore manque de disponibilité d'une salle, je peux l'entendre. Mais
Moi, j'y vais hein, à Decat acheter un petit truc pour pouvoir. Au pire même, je mets des barrettes de papier pour pouvoir les mettre un petit peu sur hauteur. Mais c'est pas possible sinon. Enfin, on a vraiment pris 4 jours où c'était genre. Ah, à part le central, les autres c'était un petit bonheur de la chance. Quand tu interprètes l'arbitrage en mode ah, ouais, bon, là ça me va, là ça me va. Et c'est pour ça que du coup, on laisse une énorme. Alors j'ai l'impression d'être en droit. On laisse un énorme pouvoir au juge derrière pour pouvoir overturn Juge ou pour plus pouvoir- jury, parce qu'il y a déjà le premier arbitrage, et après il y a le deuxième arbitrage du jury qui est quasiment constant aussi. C'est ça. Et en fait, ben, autant arbitrer en vidéo, du coup, c'est ça le truc, quoi. Ouais. Enfin, le jeu vaut ça, normalement. Hein. Donc, moi, je suis d'accord qu'il y a un petit jeu avec jouer avec les règles, être convaincant, et du coup, on a trois blanches, alors que c'était pas du tout blanc. Il y a des exemples d'arbitres qui font ça à haut niveau. Et du coup, bah, le jury n'a pas à parler parce qu'il y a trois blanches. Faut savoir aussi l'autre règle que si il y a un rouge pour une faute particulière, par exemple pour defs, les arbitres, les jurys peuvent revenir que sur la faute pour defs et pas sur un autre truc. Donc, pas sur un manque de lock, par exemple, ou autre chose. Donc, on pouvait jouer avec les règles sur le premier truc. Mais si le premier truc il est biaisé, on donne la porte ouverte au jury à regarder ce mouvement en vidéo H24. Donc, en fait, on ne peut pas jouer et tricher avec les règles. Et je sais que je vous entends les gens, oui, mais il faut être au standard parce que moi, j'ai un bâton dans une salle d'haltérophilie et que je suis toujours en standard. Euh, Laissez-moi tranquille. Dans tous les sports, on triche. Et c'est comme ça, en fait, le sport. C'est pas C'est- c'est comme ça que je l'aurais compris. Mais en Sinon, tout cas, Stephen Curry, qui se bat contre les de 2,25 m, il arrête le basket quand il a 14 ans, en fait. Non, non, il a appris à tirer loin parce qu'il a appris un petit peu à avoir un jeu différent, à faire des flotteurs, à tirer avec la mousse. Enfin, il y a des techniques pour pouvoir tricher et pour pouvoir exister. On ne peut c'est-à-dire pas qu'il y a, gagner. il y a, il y a 20 000 marges d'interprétation. Il y a 3512 ou je sais plus combien. Ouais, 312 questions. Il y a plein de manières de vous faire annuler un lift. À partir du moment où il y a eu un raid, il y a 20 000 manières de vous dire ça, c'est pas bon. Par contre, l'athlète en lui-même, il a aucune marge de jeu, entre guillemets, où il se dit ok, là, c'est un petit peu juste, mais les deux livres d'avant, par exemple, j'étais très convaincant, j'ai eu trois blancs. Tu sais, le momentum, il est de mon côté. En fait, plus du tout, parce qu'à partir du moment où il y a de la VAR sur de la VAR, etc., bah, du coup, tu as beaucoup plus de chances de te faire overturn qu'autre chose. Donc finalement, le biais il est toujours un peu négatif. Après, j'ai envie de dire, à l'Inter, c'était un peu la même chose les derniers Worlds. Surtout le côté où tu avais l'impression qu'il y avait certaines personnes qui étaient ciblées, quoi. Un Russell Horry, on sait qu'il est Ça, haut. Bon, ça c'est vrai. ça c'est nous. Je sais Ça, pas, c'est tu vois, vrai. mais tu Et sais ils très en bien que ce parlaient soir, même avant. il va être surregardé, tu vois. Et ça, c'est quand même fou Ça- de faire. Tout le monde est un cap particulier, quoi. Tu arrives dans le top 3 sur chaque catégorie, chaque mec a son truc. Ah oui, lui, tu regardes ça. Bah, à partir du moment où tu biaises le truc, c'est fini. Le mec, il aura jamais un squat à la dev, quoi. et ça, c'est très vrai. On l'avait pas mal vécu en 2022, il me semble, avec son squat, où il l'attendait. Et en Croatie, c'était le même cas. Et en Lituanie, les arbitres en parlaient avant. Ah oui, Lui, oui, oui. il a tendance à faire ci, ça sur les réseaux. Et du coup, un mec comme Jurins qui pose quasiment rien, qui vit dans l'ombre, bah, il a tout déglingué très facilement là-dessus. Mais à part il y avait aussi cette tenue, moi, je me souviens de l'arbitre de Taipei. Alors, je sais pas si on pouvait le voir sur les lives. Mais il y avait un arbitre, il était raide, droit, il bougeait pas. Et le mec, il savait déjà tous les gars qui passaient et il était vraiment au taquet. Le mec était plus chaud dans son arbitrage parce que c'est un athlète en même temps. Je crois que c'est un athlète, je crois qu'il est athlète équipé, qui était champion du monde, etc. Il était passé en RAW dans un groupe B avant. Il était plus concentré pendant son passage en arbitrage que pendant. Il était droit, il bougeait pas. C'était un truc net. Et tu avais vraiment, là, tu vois une différence entre un arbitre pro et un arbitre à côté qui est là depuis 25 ans et qui est un peu moins intéressé. Et il y a des mecs, il y a des gars, je pense à Alex, je pense à Corentin Darma, il y a un Nice, un jeune qui a comme passion l'arbitrage, donnez-leur leur chance. Donnez-leur leur chance, en fait. Euh, à pouvoir un peu s'exprimer sur ça. Je crois qu'en plus, je crois que Alex, je crois qu'il était là en plus. Mais voilà. Jules? Non, c'est un gars je l'avais vu arbitrer déjà une compétition en Île-de-France. C'est un arbitre jeune qui est Matt. SBD Alex, il s'appelle, je crois, sur l'autre. Alors, Anis, c'est Jules, je crois, c'est ça? Anis? Mhm. Anis, c'est Jules, ouais. Anis, c'est Jules, le gars des jeunes. Enfin, voilà. Bah, surtout des gens qui ont une envie aussi de bien faire.
et pas juste respecter ce qu'on a dit à la réunion juste avant la compétition, etc. Mais vraiment de bien faire, de suivre les règles dans l'absolu. Ça, pour moi, c'est crucial parce que le problème, c'est que qu'il y ait un narratif qui se crée entre le premier, deuxième et troisième essai d'un athlète, c'est normal. C'est-à-dire, premier essai, prise d'information, où est-ce qu'on peut voir, basé sur son premier essai, là où il y a des trucs qui sont un peu limites. Deuxième essai, vérification, c'est là où souvent ça peut popper un petit rouge. Et troisième essai, si le mec il améliore pas ce qu'on a vu à la compétition, là, on peut se permettre de sanctionner un peu plus. Mais par contre, qu'il y ait un narratif qui serait avant la compétition, voilà, c'est Mais dégueulasse. là, il y a ici le go de privilège. Enfin, ça, c'est un truc. Ou des fois l'inverse, hein. Des fois, ça peut Alors, être sanction du meilleur. mais là, je vais en parler. Je vais en parler. Je vais en parler différemment. Alors, j'apprécie et j'adore particulièrement Pana pour ce qu'il a fait pour notre sport et pour chacun de nous en même temps, parce qu'il nous montre une phase de résilience on en a parlé encore plusieurs fois ensemble, de comment est-ce que cette mec peut assumer un entraînement aussi fort et être autant présent en même temps. Et j'ai énormément de respect pour la personne, pour ce qu'il réalise. Euh, Ceci étant dit, à aparté, je ne donne pas trop de ses lifts. Et la vidéo ne le donne pas non plus. Ce qui fait que ça change énormément de choses. Enfin, pourquoi je ne donnerais pas? Je trouve qu'il y a un espèce de double rebond, il y a une redescente après le press, et qu'il y a une redescente au niveau du bench voilà, après le press, qui fait un double rebond un peu bizarre. Et sur le terre, il y a une redescente totale qui se situe au genou. Ouais, moi, Euh, c'est surtout sur son terre où je me suis dit, bon, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre, le on lock, peut, tout ça. Bon, c'est. Enfin, là, en fait, je me dis, je fais le comparatif avec ces dernières compétitions, en tout cas les échéances où j'ai pu le voir. Je me dis, à l'Inter, en vrai, s'il avait fait la compète à l'Inter, s'il faut, il faisait moins de 700 total parce que arbitrage, en fait. Et du coup, ça fait un ouais. peu pile ou face, tu vois. Il arrive toujours avec le même niveau de forme, mais par contre, du coup, c'est un peu pile ou face selon ce qui se passe avec l'arbitrage. Ouais, mais du coup, ça change beaucoup de choses. Et là, je vais en réexpliquer ça sur deux cas particuliers. Ça change quoi? Ça change que, un, il prend sa carte à Sheffield, parce que du coup, il bat un record du monde en Natio, et du coup, ça compte. Donc, il prend sa carte réserve à Sheffield qu'il ne prendrait pas forcément si ces lifts-là seraient enlevés. Deuxième chose, ça augmente un record qui va être très dur à battre pour je pense, ce jeune 66 qui se disent l'avenir et qui sont sûrement l'avenir, hein. Je pense Sacha, tout ça. Et ben, enfin, il y en a pas mal voilà, même toi. Beaucoup de performances des juniors sur les France Open. Oui, Beaucoup de oui. performances des juniors. Franchement, c'était assez impressionnant à voir. Ou même Léo Lucas. Voilà. Euh, mais du coup, ça change la donne dans l'histoire du sport, même s'il le mérite. Voilà, il mérite sa place à Sheffield quand même, on va pas se mentir. Mais un autre cas plus grave, Sosa. Alors, Sosa qui s'appelle Benjamin Vincent, je crois. Benji, je sais plus comment c'est son Tu nom. parles à une personne qui est devenue Benji très Vincent. extérieure à ce monde, au niveau vraiment le circuit Ah, mais franco-français. je Mais vais t'expliquer. parle aux viewers, parce qu'ils sont Je vais beaucoup plus t'expliquer matrixés quelque là-dessus. chose. Sosa, pendant son record de France au squat, il y a une erreur de load. Et il y a en fait un poids qui n'est pas le bon. Et Ok. il passe le record. Alors, je ne sais pas s'il y a une asymétrie, s'il y a un poids de plus, parce que moi j'étais derrière, hein, mais il passe le record alors qu'il y a un misload. Le mec joue le podium. Le mec joue même de deuxième place. Le mec vise des qualifs monde. Si il rate la barre, qu'est-ce qu'on fait de la compétition? C'est vraiment, qu'est-ce qui se passe? On lui donne un quatrième essai, mais du coup, il n'est pas sûr de pouvoir le recevoir. Il y a... Moi, je me dis, mais ça, c'est un truc ça, c'est un autre truc. Donc, euh, ça, c'est un autre truc. Voilà. Alors, c'est à l'athlète de repérer le misload et ça arrive énormément Non, en c'est quand même IPF. surtout en premier lieu aux arbitres hein, de vérifier la charge. Hein. Nick Munders, je sais pas si tu vois qui c'est le Canadien là, qui tire énormément en terre. Mhm, ouais. À Malte, il me disait qu'il fallait tout le temps vérifier les poids. Ah oui, ça c'est de la responsabilité personnelle, mais au niveau de l'organisation de la compétition, c'est quand même aux arbitres de faire gaffe à ces trucs-là, quoi. Mais tout le monde, c'était devenu un truc répétitif chez eux. Joe Jordan, il est pareil. Ah, mais Tyler c'est Hatton, pour cope tout le temps. potentiellement un manquement au niveau de l'organisation. Je vais te donner un exemple, si je me trompe pas, la compète que j'ai fait en WRPF récemment, dès qu'il y avait un record ou quelque chose comme ça, si je me trompe pas, les arbitres ils se levaient et ils vérifiaient, ils touchaient un peu les plates pour vérifier. Alors, ça, c'est un truc que je comprends, mais pourquoi est-ce qu'ils le font tu sais, quand on sort le 0,5, eh, Hmm. lève-toi de ta chaise, Ouais, va c'est ça. regarder la barre, quoi. Genre, c'est une barre historique, ça crée de l'histoire de la France, ça crée l'histoire de peut-être du monde. On a des performances qui sont. Comment est-ce qu'on peut
Je dis pas, attention, par chargeur, les mecs, ils sont bouffés toute la semaine, Non, mais de toute même façon, dimanche matin, ils sont eux, ils sont là pour épuisés. appliquer. S'ils font une faute, encore une fois, c'est aux arbitres de vérifier. Harry Omanum S, quoi. Genre, les mecs, ils sont là, ils ont Stanley Odin, hauteur 28, à charger. Et derrière, ils doivent redescendre parce qu'ils ont les féminines, hauteur 25, 84, moins 84 kilos, à mettre 100 kilos dessus. Les mecs, ils ont sauvé de la fonte tous les jours. On dirait qu'ils vont monter une baraque. Et, voilà, c'est un record de France. On peut vérifier, on peut avoir quelqu'un qui vient vérifier les charges. Peut-être le mec qui se situe au rideau. Voilà, à ce moment-là, il peut peut-être faire un petit check-up. Euh, voilà, je donne des idées, mais je trouve ça pour lui, et à sa place, j'aurais vraiment eu le seum si je l'avais raté cette barre-là, et j'aurais peut-être fait un scandale à dire bah, c'est pas possible. En fait, je me suis entraîné pendant un an pour que vous puissiez euh, me détruire mon moment, en fait. Ouais, là, c'est compliqué de dire, ouais, bon, ça arrive, tu vois. Parce que là, c'est pas possible. Physiquement, un moins de 120 avec sa carrure qui doit refaire une barre comme celle-ci juste derrière, bah, il aura ni le même nerveux, ni le même physique, un risque de blessure. C'est une barre qu'il a sûrement jamais touché pendant sa préparation. Donc là, il doit la faire deux fois le même jour et après enchaîner sur les trois mouvements. Bah, t'y perds, quoi. Et c'est un peu comme il a eu Etienne Elchaer à l'époque pour ses 400 kilos, Hmm. le Libanais, là, où il doit refaire sa barre deux fois 400. Enfin, il faut avoir soit un mental de fou, soit. Bah, Voilà, surtout au terre, surtout au terre. surtout. C'est super dur de se mobiliser. Bon, on a la chance en FF Force, en IPF, d'avoir des compètes qui sont quand même bien organisées. Je dirais 99% du temps sur Ouais, le temps horaire, parce que j'ai pas eu en WRPF pour donner un exemple. Donc ouais, en vrai, ça va. Mais effectivement, quand tu t'es surhypé trois fois, que tu as potentiellement poussé dans tes retranchements mentaux, fait du renforcement négatif et compagnie, et que tout s'effondre pour une erreur à la con comme ça, ouais, non, c'est très compliqué. Enfin, imaginez juste à l'entraînement si vous faites un miss-load, et vous voyez sûrement pas refaire votre single après, quoi. Enfin, en tout cas, c'est sauf, compliqué de se remettre dedans. sauf Paul Ramboville qui met 40 kilos sans faire exprès, qui le voit Mm. même pas. Paul Rando, ça fait partie de l'entraînement. Ça fait partie de son entraînement. Il va miss-load, mais c'est marqué dans sa prog, tu vois, qu'il a miss-load. Dédicace Ah, à ce Polo, mec, c'est c'est un vraiment très très bon mec. Et puis en plus, il s'entraîne à Nice c'est maintenant. Donc, un des meilleurs athlètes que j'ai jamais rencontré de ma vie, tout sport confondu, je pense. en termes de potentiel, Ça fait- en termes d'expression, simplement sur la plateforme, de canalisation, de force, athlétiquement, simplement. Je trouve que ce mec-là, il a une force brute monstrueuse. Et une capacité à pouvoir s'entraîner qui est impressionnante. C'est ce qui fait qu'il, pour moi, bah, il réussit sa dernière barre. Enfin, à chaque fois, il va collapse, son parasympathique est en train de le tuer, mais il fait des barres de fou malade, alors qu'à chaque fois, il est soit sous douleur, ouais. soit la prépa, c'est pas passé dingue. Et en plus, c'est un gars qui fait enfin, il s'entraîne sans équipement, il perd du temps, etc. Enfin, il est vraiment en dehors de la méta, en fait. C'est un Ouais, mec ouais. hors Mais méta. c'est parfois Et- ce qui lui manque un petit peu pour être compétitif sur le plateau inter, c'est que il y a toujours un côté où, c'est ce que j'observe sur le long de sa carrière, parce que bah, j'ai commencé la FA un an après lui, et voilà, ça fait partie des gens que je suis sans les suivre vraiment, mais en tout cas, dès qu'ils Moi, y je suis. sont, j'ouvre les yeux. Mais ce que je vois comme choses qui reviennent, c'est il arrive un peu plus en mode touriste que les autres. Je ne sais pas si c'est la bonne Et expression, mais c'est un peu ça aussi, tu vois. ça fait partie de lui. À Malte, il oublie sa ceinture. Je Il nous sais, envoie un petit ouais, je sais message. qui c'est. Je me souviens. Et les Et, genouillères aussi une année. et genouillère. C'est un C'est le gars, un jour, Alexandre Barsanti de l'équipe de un jour, France. un jour, je crois que ce gars, il va oublier de tirer son terre et il en a tiré deux. Il dit, oh, c'est vrai qu'il y en a un troisième, tu vois. Il aura oublié. Alors que c'est un athlète qui est, pour moi, je le répète, hein, c'est l'athlète le plus fort de France actuellement avec Yanis Bouchou. Je considère ces deux mecs-là, et ces deux mecs hors méta pour moi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et c'est un peu, genre, si on fait une analogie par rapport aux jeux vidéo, ça me fait toujours rire de voir comme si tu prenais un personnage qui n'était jamais pique, jamais utilisé, tu vois, et il détruisait le jeu. Alors, c'est deux mecs qui sont hors méta totalement, qui ont des façons de s'entraîner. Bon, maintenant, bon, Yanis est géré par TSG, et ça a changé un petit peu. Mais au niveau de Paul, tu vois, Paul, c'est un mec que je suis, mais je suis comme si c'était mon athlète, tu vois. C'est un mec, voilà, et ce gars, il est extrêmement fort. Ouais. Je suis choqué, je crois que je vois ses performances. Et j'ai une autre personne en féminine que je trouve aussi extrêmement forte, c'est Anne-Laure Thomasin, que je trouve toujours en train de performer sous la douleur et de toujours faire plus, plus, plus. Et elle arrive toute stressée, toute si, comme si c'était sa première compétition, alors qu'elle est dans Ouais, c'est l'échappée. ça. C'est exactement ça, en fait. Moi, je trouve que le problème de ces types d'athlètes-là, comme tu dis, un peu hors méta, c'est que du coup, j'ai l'impression que mentalement, ils sont pas au courant de toute la dynamique qu'ils ont derrière eux, en fait.
Ils C'est se ça. rendent pas compte que c'est les boss, entre guillemets, si je devais le formuler de manière vraiment vulgaire, ce serait. En fait, ils se rendent pas compte que c'est des boss, en fait, les mecs. Et il y a un moment où tu dois réaliser, c'est important pour un athlète de se dire que, en fait, t'as fait plus que les autres. Je te donne un exemple en junior, tu vois, entre le mec qui vient première année de junior, un gros talent qui s'est hyper spécialisé, qui est Mhm. full confiance, qui monte, et le mec quatrième année, dernière année de junior, les deux, ils sont à peu près au même niveau, mais il y en a un qui a une expérience bah, du coup de 4 ans de plus. Normalement, le mec qui a 4 ans de plus, c'est le patron, tu vois. Mentalement, dans la dynamique un petit peu de la compétition, ça doit être le patron. Même si à un moment il est derrière, il doit toujours faire des moves où tu te dis mentalement, en fait, c'est moi qui donne la cadence, en fait. Faut pas Mhm. laisser l'opportunité à des gens qui sont là depuis trop peu de temps, parce qu'ils ont moins d'expérience, parce qu'ils gèrent moins bien les émotions, etc. Mais surtout parce qu'ils ont juste passé moins de temps sous les barres. Ce serait con de ne pas les battre, en tout cas sur ces trois leviers-là, quoi. De jouer avec ces leviers-là pour les battre. Et ça, c'est super important. Moi, je me souviens c'était le match de Thomas Bouillet en 2023. On a capitalisé là-dessus. Thomas, il a plus d'expérience, il est là depuis plus longtemps. Il avait déjà fait de l'Inter. Oui, il avait déjà fait de l'Inter. Enfin, il avait plus d'expérience. Du coup, il faut donner aussi cette posture. Il faut que le match, il transpire. Le mec, il est pas là pour essayer de tirer des trucs infâmes, quoi. Il est pas là pour chase. Il est là un petit peu pour récupérer les données de ce qu'ils font Et, les autres et s'adapter en fonction. et Après, ben, tu évidemment, vois, pour ça, c'est l'athlète vrai que inverse, c'est pas la même stratégie. Mais pour quelqu'un qui a de l'expérience comme ça, bah, les mecs qui ont 1 an ou 2 ans derrière eux, tu dois les bouffer au moins, entre guillemets, sur la gestion du plan, sur le plan mental, etc., quoi. Là, ça, c'est- Polo, par exemple, c'est un peu moins le cas. Alors qu'il a toute la légitimité mentalement pour se dire je suis le patron, tu vois. Faut pas arriver comme une brebis alors que tu es là, ça fait 10 ans que tu encaisses les compétitions, les prépas et compagnie, quoi. Ce serait bête de pas en profiter, au moins avoir cet edge mental. et c'est le rôle du coach, que c'est un underdog, Exactement. de pouvoir, soit c'était un challenger, donc de quelle expérience, de pouvoir lui dire c'est toi le boss, et c'est toi qui gères maintenant. C'est toi et moi, et nous on est les boss parce qu'on se connaît, on bosse depuis 4 ans, et eux ils sont tout nouveaux et on va avoir sur l'expérience. Et pour l'underdog, moi j'ai eu un monstre qui se focus sur ses études maintenant. Mais j'ai eu un monstre en moins de 105 qui tirait 3,50 au terme mais avec une aisance déconcertante. Et à l'inverse, ce mec-là, vu que c'était un underdog et qu'il avait moins d'expérience que d'autres, parce qu'en 6 mois de force, c'était déjà en championnat inter, on avait chamboulé tout. C'est-à-dire qu'on avait tiré des barres en opener beaucoup plus lourdes au terre pour C'est le rôle pouvoir de l'underdog, de toute façon, c'est tout à fait. choquer, et ça avait détruit la compétition. J'ai changé l'opener, je donnais les tickets, et d'un coup, tu voyais tous les autres concurrents qui ont changé leur ticket. Ils ont tous raté des barres, des premières barres, des deuxièmes barres et tout, parce que juste en faisant ça, tu avais juste chamboulé la compétition pour pouvoir à la troisième place. Parce que à ce moment-là, tu joues le podium, quand tu as un truc un peu stacké comme c'était le cas actuellement, tu avais juste à changer un petit peu. Et bon, après, Ah, après, advienne que pourra, je veux dire, si le mec il voilà, arrive à le c'est faire, il ça. arrive à le faire. Mais dans tous les cas, c'est le rôle du challenger. Et enfin, je pense qu'il Ouais. n'y a rien de pire en compétition pour quelqu'un qui a une position très assise en termes de performance, qui est sûr de faire top 3 ou qui est sûr de faire top 1, top 2. C'est de se dire, oula, il y a un doute raisonnable qui devient, qui arrive, tu vois. Ça, c'est le rôle du challenger, c'est de mettre la Et, personne dans cette position-là. C'est pas pour dire que. J'ai mis l'exemple de Thomas, c'est pas pour dire que bah, le boss sera toujours le boss. Au contraire, il y a un challenger qui est là pour pousser. Mais en tout cas, chacun a son rôle et je pense que c'est important de respecter le rôle. Et j'ai pas donné de nom précis ou quoi, parce que j'ai pas d'exemple précis en tête, mais on voit souvent des gens qui respectent pas ces dynamiques-là, quoi. Alors qu'il faut les respecter. Il faut les hmm, respecter. Il faut savoir aussi quand t'as un peu les deux. Tu peux très bien être un mec qui a beaucoup d'expérience, notamment en inter, et quand même être un petit peu un underdog. Durins, par exemple. Et ouais. capitaliser Ouais. sur les Toujours deux. l'éternel Ouais, underdog. Eliam qui a aussi le même William, ouais. cas. Éternel underdog. Champion de France underdog, Eliam. C'est quand même dingue quand t'es champion de France, c'est encore underdog. Ça, c'est... Il y a pas mal de choses qui sont assez surprenantes dans ce sport. Et je pense que ceux qui ont le plus d'expérience, c'est maintenant le moment de pouvoir justement bah, jouir sur le principe de pas avoir d'avoir plus d'expérience et du coup d'avoir cet avantage, d'avoir cette avance. Je pense à des mecs comme Mhm. Bilal, les mecs qui ont 6 ans, 7 ans de force. Tu arrives sur des générations, il y a des 105. Il y a énormément de mecs qui sont. Moi, j'en ai plein des gens qui sont en Open France, qui sont hors méta et qui sont extrêmement balèzes, et des gens qui sont full expérience et qui sont balèzes. Il y a des Clément Goudin, il y a des Big Valou, il y a des Costa Rigo, des mecs qui sont. Bah, tu sais que les mecs, ils font ça depuis un petit bout de temps et voilà, ils sont pas prêts de se faire bousculer là-dessus. Mais derrière,
il faut aussi respecter le fait de l'être, tu vois. Genre, t'es cette personne avec de l'expérience, donc faut que tu fasses Faut que faut tu que tu joues fasses ton preuve de rôle. sagesse, quoi. Ce que Nico a magnifiquement montré, quoi. Il te fait encore un 9 sur 9. Voilà, c'est lui le boss, c'est lui qui a l'expérience. Ben, il le montre et il le montre au point où, en plus, en plus de pouvoir montrer qu'il est meilleur physiquement à Antoine, il lui montre que mentalement, c'est un meilleur athlète parce qu'il s'est mieux préparé. Ouais, Il a il y a une ligue de meilleur différence. C'est mental. tout. Faut que Voilà. tu montres qu'il y a une ligue de différence et ça se joue dans les micro-détails comme dans le résultat à la fin. Et Après, ça Antoine, n'empêche pas que le résultat, qui est un challenger, qui arrive à upset, qui est plus fort, qui a une bonne dynamique, c'est un peu décorrélé du résultat final. Par contre, c'est comme ça que le match doit se jouer, quoi qu'il arrive. Il faut capitaliser sur ses forces. Et il y a beaucoup d'athlètes, je pense, qui comprennent pas la puissance que c'est d'avoir de l'expérience dans son sport. Ils le comprendraient bien mieux s'il y avait des notions techniques, comme dans des sports co, comme dans le basket que tu connais bien, hmm. où tu joues toujours sur ces forces-là. Tu joues toujours sur ça. Quand tu as un match, le petit poussé contre le top 1 de la première ligue, euh, chacun va jouer son rôle. C'est divin presque, dans le sens où c'est écrit dans le livre d'or, quoi. C'est pas possible autrement. Tu peux pas chambouler ce truc-là. Chacun va jouer sur ses forces et après, bah, c'est les éléments de la compétition qui feront qu'il y a un autre comme. Mais dans tous les cas, il faut respecter son rôle. Et encore une fois, c'est important de connaître son rôle, connaître son identité d'athlète, tu vois. Et je reviens à la première notion qu'on avait abordée, c'était la notion de momentum entre les compétitions. Il faut comprendre ce que la compétition a apporté aussi. Hmm. Parce que c'est sur cet ensemble d'expériences-là que vous allez définir une vraie identité d'athlète. Est-ce que j'ai encore des choses à prouver? Est-ce que j'arrive en mode j'ai plus rien à prouver, du coup il faut que je sois plus sage? C'est des biais cognitifs un petit peu qui vont vous aider à mieux gérer toute la préparation, vos entraînements. Parce que si vous arrivez avec une mentalité de je suis encore le challenger, je suis l'underdog, et du coup je vais me cramer à l'entraînement le plus possible pour encore, alors que vous n'êtes pas dans cette zone-là, au contraire par rapport à la compétition ou par rapport à vous-même, vous avez de l'expérience, bah, il faudra avoir une mentalité qui est différente. Et ça va jouer dans votre préparation. Pourquoi tu rigoles? Ça me C'est fait très penser rigolo. à deux exemples que j'avais en tête. En 2022, à Buzzville, je coachais une Semaine 63 sub-junior qui était sûre d'être dans le top. Buzzville, Euh, c'était bench? non, c'était Inter. Je t'ai même vu là-bas en plus. Buzzville, c'était le truc en Normandie, là où tu avais gagné Ouais. des championnats. C'est trois mouvements. C'était trois mouvements. C'était l'espèce de salle fitness mélangée avec l'espèce de salle. Ouais, mais ça, c'était bench de sûr et certain. Non, non. France, Il y c'était avait, Nancy. non, non, il y avait Et Buzzville Sub-Junior. Ah, Non, Sub-Junior, ouais, Sub-Junior, t'as Sub-Junior. raison. Ah, ouais, 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 je me souviens. Et, et en fait, moi, je venais du basket. C'était ma première fois que je coachais sur une scène nationale. Et je venais du basket. Et moi, dans le basket, il y a le trash talk. Et donc, j'arrive en sub-junior. Le monde de la force athlétique n'est pas prêt encore à ça. On essaye, tous les ans, tu as des exemples, mais à chaque fois, ça part en autre boudin. Quand il y a du respect, quand il y a de l'irrespect, dans tous les cas, ça part en couille. Les gens n'ont pas encore assez d'expérience. Ce sport n'est pas encore assez vieux pour ça. Tu vas voir, je donne deux exemples qui sont voilà, inside, des inside. À l'époque, c'était Manon Barbeau qui était plus forte que mon athlète sur les papiers. Hein. Sur le papier, elle a été plus forte, elle tirait plus fort, elle poussait plus fort, parce que de toute façon, c'est la deuxième athlète qui est. Je crois que c'est ça, derrière Samantha Eugénie, c'était une des meilleures athlètes sur le moins 63 qui a jamais existé, cette meuf-là, qui en kiffe encore top 1 du groupe B à 19 ans, tu vois. Donc c'est vraiment une athlète extrêmement forte, une bretonne extrêmement forte. Et moi, j'arrive avec ma tête qui stresse tout le temps, donc qui panique tout le temps, qui réussit pas trop en compétition, qui a de base, psychologiquement, elle est comme ça sur tout, en fait, hein, soit sur les examens ou même sur. Tu sais, alors dans le tramway, si elle est pas sûre d'avoir validé son ticket, elle a peur des contrôleurs, même quand elle a validé, tu vois. Donc, elle est tout le temps comme ça. Donc, je me dis, bon, là, je suis un peu dans. Voilà, j'ai une tête qui est meilleure que moi en face. J'ai fait, j'ai trash talk une gamine. Et en plus, elle n'avait pas de coach. Il me semble qu'elle a été coachée par une coach qui ne s'est même pas déplacée. Euh, j'ai trash talk, alors pas trash talk méchamment, mais je disais genre, c'est toi la championne, là tu fais cette barre, après tu fais ton opener, alors que c'était déjà notre opener, hein. Elle était déjà dans la salle de warm-up en train de faire son opener, et je disais, tu fais cette barre, et après on fait l'opener dans le truc. J'avais rien. J'étais limite en rang de all-in sur le bench sur la première, j'avais rien derrière. Du coup, elle s'est dit, mais attends, moi, si je fais. Là, parce qu'elle était trop forte au squat en plus, c'est ce que j'avais, et elle était meilleure au bench au terre. Donc, elle dit, moi, si je fais que ça, je vais pas battre l'athlète en face de moi. Donc, elle a augmenté son opener et elle a bullé. Donc, j'ai tellement de trash talk qui est fait dans son mental qu'elle a bullé. Et après, je me suis dit, attends,
tu viens d'aller dans une compétition où tu as trash talk et tu as fait beaucoup de bruit et tu es rentré dans la tête d'une gamine de 17 ans. Euh, en fait. Donc je me suis senti mal, je suis allé lui parler. Et en fait, elle m'a dit, oh mais moi, j'étais un peu sous pression de base, et puis ça a un peu perturbé tout ça, etc. Je me dis, bon, ça, je le ferai plus jamais. Je me suis dit ça. J'arrive championnat de France à Villepinte. Je coach un 105 qui a annoncé premier nominé. La Team Uskov. La Team Uskov, pendant le terre, du squat jusqu'au terre, hein, se posait devant les rideaux, ils mettaient leur athlète de côté, et ils étaient loin de l'athlète et ils disaient: Et toi, t'es le premier, le mec qui est nominé premier, c'est personne, c'est toi le roi, montre-leur, t'es chez toi. Mon athlète, il était à ça du visage de Ludo, qui est quand même comme ça, tu vois, physiquement. Il était sous pression. Il avait peur. Il était en train de lui rentrer dans le crâne. Il avait peur. Et en fait, ça devrait exister. Oui, ça, je suis d'accord. Ça devrait exister. Parce que en inter, ça existera un jour. Non, Et le mais de jour toute où ça façon, sera en inter, on ne sera pas préparé, on dira oui, mais les gens, ils sont pas gentils. Et alors? Et non, alors? mais de toute façon, en fait, ce que les gens comprennent pas, c'est qu'il y a le moment de compétition, il y a le moment péri-compétition, j'ai envie de dire. Et c'est pas pareil, en fait. Et que le moment de compétition, il y ait que des compétiteurs, du coach à l'athlète, au staff, etc. C'est tout à fait normal, c'est pareil dans tous les sports. Après, qu'on soit mentalité rugby, que post-compétition, on se serre les mains, etc. En fait, c'est Ouais, juste l'identité du sport, elle n'est pas encore créée totalement. Et c'est ça. c'est pour ça que je te dis que les gens sont pas prêts pour le trash talk, parce que ça va forcément être mal reçu, parce qu'il y a des teams qui sont là depuis longtemps. Si tu dis du mal de la mauvaise personne, machin, enfin, ça peut être mal interprété. Mais Ouais, effectivement, quand tu arrives un peu en mode un peu plus bulldozer, que ça paraît. Parce que c'est à faire avec. Faut le faire bien, en fait. Tu peux pas ouais. arriver, être le coach qui sort de nulle part et commencer à chier sur tout le monde. Et Quand, ça, faut quand être tu as, bien, oui, oui. quand t'as une équipe, enfin, faut quand même être sensé. C'est des stratégies qui sont propres à l'identité de l'équipe, l'identité de l'athlète, etc. Faut pas commencer à s'inventer une personnalité qu'on n'a pas. Si vous Je êtes suis quelqu'un de d'accord. calme, si vous êtes un coach calme, un athlète calme, commencer à sortir de ses gonds parce qu'on vient de dire ça dans le podcast, c'est pas forcément la bonne idée. Mais en tout cas, Au à contraire, très savoir haut niveau, canaliser et empêcher et protéger de ça. Si tu as un athlète calme et que tu as un coach calme, exactement. qui est un peu immune à ça, ton coach, il va commencer, je pense à des mecs comme Roman Malo, le jour où son athlète se fait trash talker, il va le prendre, il va le cadrer, il va lui dire et tout, Coco, écoute-moi bien, il va lui faire un truc, je sais pas, en mode hypnose, je Chacun sais pas joue comment. son rôle, Et exactement. il va faire son rôle de défenseur de trash talking, et ça va très bien marcher aussi. Ouais, Il ouais. n'y a pas. Enfin, là, il y a juste deux choses différentes. Et puis, c'est pas forcément les. Il y a aussi ce côté de ouais, mais du coup, on va pas être apprécié si on fait ça. Des mecs comme Dennis Ouais. Rodman, ils sont hyper appréciés alors qu'ils sont connus pour le trash talk, quoi. Et ça a toujours été ça. Après, il Et faut que autre chacun chose, joue sous ses forces, faut que chacun joue sur sa vraie personnalité. Et chaque team, chaque coach et chaque athlète ont leur propre identité. Il faut savoir jouer sur ses points forts en compétition, de sûr. C'est. et par pitié, trash talker tout le long de la compétition, si vous commencez à le trash talk maintenant, Ah ouais, ne ouais, trash ouais. talkez pas quand vous avez gagné. Ça, c'est juste être un enculé prétentieux. Ah bah Ça, c'est. le moment en fait où le mec, tu sais, il y a le premier et le deuxième qui se tapent, et t'as le deuxième qui passe premier, et t'as le premier qui passe sur le plateau, et t'as son qui rate, et t'as l'équipe du deuxième, enfin du mec qui du coup fait champion de France qui est là en mode ouais, machin. Ça, je trouve ça dégueulasse au possible, tu vois. C'est pas Parce qu'en fait, maintenant. pendant toute la compétition, t'étais là, t'as rien dit, t'as fait et puis C'est d'un ça. coup, le mec, t'es dans les backstage, t'es en train de regarder un mec perdre, et tu célèbres genre la défaite du mec en mode Puis ça même, y est, maintenant t'exploses. Ça, je trouve que c'est c'est ça, enfin. c'est moins marrant. C'est moins. Je vais prendre. Tu sais, Lucas Doncic, il a dit cette phrase toujours. J'adore dire cette phrase. Euh, Everybody act tough when they up. Tout le monde se la joue, tout le monde joue les durs quand ils sont devant. Quand ils sont Exactement. dessus. Et en fait, putain, mais si vous commencez le trash talk, commencez-le au premier squat. Comme ça va un peu mettre du piment dans votre compétition. Et à la fin, si arrive la main, faites-vous une bise ou je sais pas ce que vous voulez faire entre vous. Mais c'est un truc qui fait que ça va, en plus de ça, mettre un peu de piment dans la compétition. Et en plus, ça va préparer mentalement certains athlètes à être dans les phases inter et dans les phases région, dans les phases Europe et monde en inter en général, de toute façon. Mais voilà. Et, bah, et là, c'est autre chose. Euh, si t'es un mec qui va trash talk en dehors de ça, donc on va dire sur des podcasts, je prends l'exemple de Joe Jordan qui avait trash talk Pana en disant qu'il avait un passé, qu'il avait un background que Pana n'avait pas, etc., qu'il avait gagné parce qu'il avait déjà gagné, etc., et qui derrière se fait rétamer. Euh,
En Ça, fait, les Américains, c'est les pires pour c'est ça. trop Moi, je me là-dessus. souviens, le meilleur exemple, je pense que Jordan, c'est un bon exemple, mais il y avait un exemple encore plus lointain, je dirais, où je sais même plus comment il s'appelle d'ailleurs, c'était un Américain, un Asiatique, qui à un moment touchait à peu près 7,70 au moment où Atout avait 7,70. Bon, sauf que lui, il faisait ça sur sumo deadlift bar plus Ouais, straps. spaghetti Il bar, ouais. avait, voilà, il avait trash talké pendant un an, mais vraiment des trucs sales, tu vois, enfin, de l'insulte plus que du trash talking. Et je crois qu'en compétition, c'était la compète où Atwood, il avait fait 8,30 ou quelque chose comme ça, Mm. post-Covid. Et le mec, il avait même pas fait 10 fois poids de corps. Bon, c'est pas la question, c'est une bonne C'est perf. ça. Mais bon, quand t'es à 100 kilos, ou même, je crois qu'il était à 110 ou 120 kilos de Atwood, c'était infâme. Et quand tu finis comme ça sert à rien. Mais ce qui est important, c'est de tenir sa ligne, en fait. Tenir C'est sa ça. ligne. Si vous, Et si un vous online. choisissez on parle en interne, on parle avec l'athlète, etc. Tenez votre ligne tout au bout, tout au long du match, parce que de toute façon, ça va perturber votre athlète. Si vous répondez, voilà, je me projette, parce que ça existe même pas forcément, c'est qu'être trash talking. Mais en tout cas, tenir sa ligne, c'est important, tu vois. Tu peux Ah, pas mais il arriver y à en la a, toute fin de il y en a. compétition, quand tu es sûr que tu as gagné, ça y est, là, ça monte, ça commence à smile et tout. Non, non, tiens ta ligne jusqu'à la fin de la compète. Tu- C'est important pour l'identité de l'athlète, c'est important pour pas créer de friction, en fait. Parce que vraiment, le côté. Le mec en backstage, il a gagné parce que l'autre, il a perdu. Et là, t'as tout le monde qui fait ouais, vache. Non, ça, je trouve ça infâme. En mode, Mais en fait, ça envoie quoi comme message? Ça envoie, on attend que l'autre, il perde pour gagner. tu dis que ça n'existe pas, mais Ça existe un peu, mais c'est des exemples. Gavin Adin à Sheffield, tu sais, avec la Hmm. caméra qui va, Ouais, où je il me est en souviens. train de taper très très fort devant Jonathan Keiko, Kaiko. Ça, c'est du trash talking. Ça, tu rentres c'est dans la très tête de bien. l'adversaire. Et tu le vois, lui, qui est vraiment très sérieux là-dessus. Bon, tu vois la différence entre la tête calme. Mais il y en a eu pas mal. Je prends ESAPL, le magnifique combat SSJ Bob contre Ashton Rouchka, contre Random Coirandoud, là, les trois qui sont sur la même plateforme, qui se défient et qui se rendent coup pour coup. Franchement, si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, magnifique. Et tu les vois trash talk. Et maintenant, quand tu vois comment ils se trash talk SSJ Bob et Randall, les deux mecs qui ont fini le jeu, hein, on va pas se mentir, c'est les mecs qui ont fini le jeu, c'est des mecs qui sont tellement au-dessus maintenant que voilà, ils ont terminé le jeu. Euh, Bah, tu te dis, mais putain, mais ces mecs-là, ils sont toujours en train de progresser parce que justement, ils ont cette rivalité, ils ont ce trash talking avec des vidéos, des trucs, des photos un peu même. Enfin, eux, ils sont en train de créer une histoire dans leur. Il y a un Exactement. lore. Ils sont en train de créer un lore et ça, je trouve ça formidable. Et au fond, bah, voilà, soyez pas des petits cons qui insultent, qui font les choses Voilà, mal. en fait, ces Parce mecs-là, ils qu'en ont la respect, crédibilité, ils ont le background, ils ils ont, ont un ils ont surtout background. la personnalité pour aussi, quoi. Ouais. Tenez votre ligne. De toute façon, si, le pire, ce serait de changer votre ligne, en fait. De passer du mec qui est trash talké tout le monde à d'un coup devenir le people pleaser qui va serrer la main à tout le monde, ah, tu vas bien, machin. Et l'inverse, du mec qui a rien dit du tout et puis qui maintenant s'est trouvé une virilité et commence à crier sur tout le monde. Enfin, c'est ça, en fait, qui crée les pires embrouilles, tu vois. Les embrouilles un peu plus frontales, c'est pas grave, ça se règle, tu vois. Un conflit, ça se règle. Par contre, un non-dit, quelque chose comme ça, finalement, c'est l'histoire de la FF Force depuis que je suis dedans. Moi, je suis un peu extérieur à tout ça, mais même depuis longtemps en réalité. Faut pas entrer dans les conflits. Et Faut profiter comment? du sport. Il faut profiter du sport sans les conflits. Faut pas entrer dans les conflits avec les gars. Il y a des histoires qui vont arriver tout au long de la FFR parce que c'est un sport qui est dans les nerfs. Il y a des mecs qui pètent nerveusement et qui disent des phrases qui peuvent être très dangereuses. Mais par pitié, demandez-leur plutôt s'ils vont bien. Prenez du temps avec eux. Même si c'est le mec le plus horrible que tu penses à qui tu parles, le mec le plus abruti ou quoi que ce soit. Il y a souvent des embrouilles dans ce sport de con parce que nerveusement, c'est un sport qui est très nerveux et qui demande beaucoup d'efforts nerveux. Mais il faut toujours rester en dehors de ça. Il Surtout faut parce que vraiment. c'est un sport qui est de réseau, c'est Ah tout. oui, c'est un sport de réseau C'est aussi. surtout pour ça, parce que finalement, rien de Voilà. tout ça existerait si c'était pas un sport, j'allais dire Et ça, médiatisé, mais en tout cas au niveau des réseaux sociaux. Ça, On j'ai peut, mon mot à dire, et j'en ai déjà parlé avec l'oncle Lotus de ça. Ça, j'ai un mot à dire, c'est un sport de réseau, et je vais venir, là, on va faire double, vas-y. double transition sur ça et la douleur. Alors, mentalement, qu'est-ce qui est dur? Qu'est-ce qui est dur? Je vais expliquer. Il y a des stars maintenant qui se dessinent dans chacun des groupes, surtout chez masculin tant que féminin. Des stars qui sont plus présentes sur le plateau de France féminine, enfin masculin que chez les féminins. Vu que l'IA prépare Sheffield, ou encore, voilà, il y a pas eu Jade, il n'y a pas eu l'IA, il n'y a pas eu tout comme ça. Mais il y a des stars qui existent. C'est comme ça. Et les stars, elles ont pas elles sont pas aware de cette capacité à pouvoir comprendre qu'elles ont une influence monstrueuse sur le sport et sur leur entourage.
Euh, Moi, dans ma prépa, ce qui m'a fait mal mentalement, c'est qu'à l'époque, je travaillais donc dans un siège, voilà, dans un siège de banque. J'avais un travail, où je travaillais beaucoup. Et en fait, dans ma pause de déjeuner, mon sport, c'était de l'haltérophilie pour eux. Donc, ça, je faisais de l'haltérophilie, ils comprenaient rien. Et c'était genre, ah oui, oui, ah ouais, allez, sale golemon, dégage. Euh, mais par contre, quand leurs gamins, à ces gens-là, leur ont dit, ah, mais il se bat contre Brutus, là, c'était devenu quelque chose en mode, ah bah mon gamin, il est fan de celui contre qui tu te bats, en gros. Alors, voilà, donc j'étais devenu quelque chose par rapport à ça. Parce que tous les jours que Dieu fait, Ah, c'est il me pour ça que t'étais disait, aussi matrixé. Je comprends mieux maintenant. il disait, bon alors, t'en es où par rapport à Brutus, là? Tous les jours. Et moi, je voyais Brutus faire des 360 au terre, et tous les jours, j'avais mon responsable management de compliance qui me disait, t'en es où par rapport à Brutus? Ah, j'ai envie de me suicider, quoi. Parce que c'est mon Ah entraînement se putain, passe je mal, comprends parce mieux. que j'ai Parce que mal, parce que tu sais que si. pendant longtemps, je me suis dit, il y a des moments dans tes préparations où voilà, il y avait une semaine ou un moment où je me dis, mais attends, il est matrixé alors il y a rien qui se joue pendant la prépa, tu vois. Tous Et en les fait, jours, il y avait des événements externes, ok. les alternants, tous les jours, les gens, je faisais un post, des mecs qui me disaient, Brutus, il va te saigner. Mais putain, mais laisse-moi tranquille. Et j'en recevais des gens qui m'envoyaient des DM que je connaissais même pas. Il y a des mecs qui se sont dit que j'étais dopé parce que Brutus s'est dopé, un rapport parce que j'ai fait une vidéo avec le Corona Gym, enfin des mecs du Corona Gym. Et du coup, chez eux, tout le monde est dopé. Du coup, nous, on est dopé aussi. Ils sont à Bordeaux, je suis à Tours, et Brutus, il est je sais pas où, à Aix ou je sais pas quoi. On n'est même pas côte à côte. Et ils nous mettent dans des cases. Et les mecs, ils étaient au point d'aller DM ma mère pour leur dire que j'étais dopé et que j'étais une merde. C'est une merde de dopé. Mais Ah, mec, là, pour le coup, je vais faire aussi un parallèle de mon côté. La communauté force athlétique, le QI moyen devient mais dramatiquement de plus en plus bas. Bon, après, tu me diras, vu que les influenceurs de ce sport, ils parlent de plus en plus aux très jeunes. C'est-à-dire que là, ouais, maintenant, il y a des mecs, ils ont 14 ans, ils sont force athlétique dans leur tête, tu vois. Donc, c'était pas du tout le cas avant. Avant, les influenceurs parlaient à des mecs de 17, 18, 19, 20. Là, maintenant, ils parlent carrément à ceux qui ont TikTok pendant la pause au collège. Du coup, tu as des mecs de 14, 15 ans et du coup, tu as une communauté qui est super, super bizarre. Super bizarre. Sur les réseaux sociaux, et toi, pour toi, avec ton ah affaire, bah moi, et, ouah, on pousse à des gens mentalement. Donc, du coup, là, j'ai fait un petit moment près de mon film parce que il y a des gens qui vont peut-être pas bien dans leur vie. Aller leur dire de se suicider, c'est pas la bonne chose. Peu importe la raison, ne dites pas aux gens d'aller se suicider. Ne dites pas aux gens d'aller se faire foutre. Ne dites pas aux gens des phrases comme ça. Là, encore pire, moi, j'ai ma copine qui fait du bench, elle ponte. C'est une femme. Elle ponte. Donc, du coup, j'ai tous les mecs toxiques qui lui envoient 145 DM dans la gueule et qui vont l'insulter, c'est grand mort. Moi, je peux faire n'importe quoi et je l'ai prouvé sur mes réseaux à faire les vidéos les plus absurdes possibles. Les mecs, ils me disent t'es monstrueux, ils me disent des pouces ou ils me disent va te faire enculer par rapport à Brutus. Il y a une injustice sur les réseaux misogynes à mort par rapport aux pauvres athlètes féminines qui en prennent plein la gueule à ce niveau-là parce qu'elles veulent juste faire un petit bench ou quoi que ce soit et puis du coup c'est pas comme ça qu'on travaille les pecs que je vais te montrer ma petite nénette Surtout qu'il euh, y a, en fait, je pensais que ça allait se calmer. Parce que je me suis dit, au bout d'un moment, la blague de ah, il tire en sumo, ah, elle ponte, machin. Enfin, je pensais que vraiment que c'est désuet comme n'importe quel mème, tu vois, au bout d'un moment, ça meurt naturellement. En fait, non. Maintenant, le fait qu'il y ait TikTok, Instagram, il y a une trend qui est les gens reprennent, ils font des remixes des vidéos d'autres personnes. Et en fait, maintenant, il y a la mode du React. Bon, ça date pas d'hier, hein, mais il y a la mode du React. Et en fait, maintenant, tu as des gens qui. C'est même plus une histoire de je fais une blague, tu vois. C'est je descends absolument une personne, mais genre vraiment, je la démolis. Et en mais parallèle, on est quand même dans la santé dans la société de attention à la santé mentale. Il y a une espèce de dichotomie oui, il le entre faut. deux. C'est un Il le truc de malade. faut. C'est nécessaire. Moi, j'ai un 39 heures, deux entreprises, plus des athlètes, plus mon truc en tant que sport. Et j'ai des gamins qui m'insultent dès que je trouve dès que j'ouvre mon application. Je suis dans les transports en commun. Je vois, j'ai avec des gamins qui me disent en plus, j'ai burn-out. Donc, autant te dire que je suis parti. Voilà. Je suis. Calmez-vous. Et je vais donner un autre exemple hyper, mais horrible, vraiment. Faustin. Alors, si tu connais pas Faustin, je t'invite à te renseigner auprès de qui est C'est pas Faustin. le mec qui s'entraîne dans la fit, qui est super skinny. Il m'avait C'est déjà ça. envoyé, je pense. Ouais, Ce ouais mec, j'avais il vu est passer des trucs comme ça. adorable, il est bénévole, il est gentil,
Ah bah il en fait fait, de son mieux. son seul défaut, c'est de s'entraîner dans un singlet avec un basic fit et qu'il n'ait pas la morphologie pour l'assumer, en tout cas, selon les gens. En fait, Ce qu'on c'est lui reproche, c'est d'être toute la skinny, quoi. frustration des gens qui sont moins Ah, forts que c'est des chaud. forces qui lui tombent sur la gueule. Toute cette frustration, le mec, tout ce qu'il fait, c'est exister, respirer. C'est le Ouais. seul mec que je connais de ma Et se vie, filmer, c'est tout. c'est le seul mec que je connais de ma vie qui a raté la pesée en étant plus léger. Tellement il a des. On Ah ouais, sait, c'est bon. C'est bon, il mérite. Non, je vraiment, hein. déconne, je déconne. Je Et, connais pas. et ce mec-là, il a, mais pour moi, un respect. Pour moi, il fait partie des mecs les plus forts de France juste parce qu'il arrive à survivre à tout ça. Honnêtement, Faustin, je sais pas comment tu fais. Je sais pas comment tu fais. Il reçoit des 600, et même pas, on n'est même pas dans ses DM, hein. On est dans ses commentaires publics. Allez, je sais que j'avais vu, tu Des m'avais envoyé mecs un qui réel de disent, lui où va te en commentaire, suicider. c'était infâme. Va te suicider. Alors, il a déjà expliqué qu'il était bully quand il était gamin. Le mec, il trouve une pratique et sa passion. Ah bah Il va faire après, sa ça sort pas passion. de nulle part, hein, ça sort pas de nulle part quand c'est une extension de la cour de récré, de toute façon, les réseaux sociaux. Donc Ah, c'est n'importe quoi. Franchement, les gars, arrêtez de bully et laissez-le faire ce qu'il veut. Et arrêtez. Enfin, vous avez une maman, vous avez une en sœur. fait, Arrêtez de. surtout, une chose, pour parler plus, c'est quelque chose qui va plus résonner avec les gens qui ont eu tendance à trash talker, c'est que les personnes que vous trash talkez, vous êtes par l'intermédiaire d'une interface qui est le téléphone, mais vous êtes sûrement aussi des personnes extrêmement critiquables sur plein d'aspects. En fait, si on retourne le truc, si on essaye de vous critiquer de la même manière qu'eux, s'il faut, il y a beaucoup plus de choses à chercher sur vous. Et pour ceux qui me cassent encore les couilles de temps en temps avec l'affaire d'il y a un an, attention, moi, ma vraie, ma vraie compétence, c'est d'avoir des dossiers sur tout le monde. Donc, attention, parce que moi, je suis pas quelqu'un de vengeur du Ça tout. sert à rien. Mais, non, mais Ça je sert suis à pas, bah, rien. de toute façon, moi, c'est pas en moi, j'ai pas la revanche. Je suis pas un revanchard par rapport aux gens de toute façon, donc je le ferai Ah, moi sûrement aussi. jamais. Mais par Moi contre, aussi. par contre, il y a un truc, c'est que tout le monde me parle à moi. Mais vraiment, tout le monde me parle. Alors que je demande rien à personne, hein. Mais tout le monde me parle par contre. Donc, juste, c'est pas pour menacer des gens là, hein. C'est juste pour dire, attention, ça peut très 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 vite se retourner contre vous. Parce que Ouais. bien souvent, ceux qui ouvrent le plus leur gueule, c'est ceux qui ont le plus de trucs à se reprocher et qui seraient ceux qui sont en réalité dans les positions les plus crasses. Et s'il y a une personne qui s'amuserait à aller loin dans les procédures, ça pourrait mal se passer. Mais dans tous les, que ce soit sur une fédération, que ce soit juste sur les réseaux sociaux, attention, le vent peut tourner, mais très très vite. Et après, vous serez les prochaines personnes à parler de santé mentale et dire qu'il faut être gentil. Mais bon, ça, ce sera preuve par l'expérience. Attention quand vous trash talkez, surtout quand vous connaissez pas les gens. Enfin, je pense que là, il y a un truc avec la FA où il y a un truc particulier qui fait que les gens se permettent beaucoup plus de choses que ce qu'ils feraient sur un autre sport ou quoi, quoi. Enfin, je veux dire, tu Ah, mais verrais pas. tu dis Faustin, Honnêtement, imaginons il ferait du tennis ou même juste de l'haltérophilie. Juste de l'haltérophilie, un sport très proche, tu vois. Mais personne, tout le monde l'encouragerait. parce qu'il est Ouais, dans une ah, gamin, salle, c'est et il est bien dans et une tout. salle, c'est ça. Il est dans une autre communauté. Tu prends n'importe quel mec qui fait un sport bizarre, tu le mets dans une communauté différente, il va se faire taper dessus. Tu prends un mec qui fait, je sais pas, t'as des mecs qui font de la gym hein, à Oh, l'époque, un mec qui fait du cheval d'arceau ou qui fait un truc dans la gym, il n'y a pas un truc, regarde, la lutte. Regarde, aller dans la lutte, c'est le truc le plus magnifique au monde. j'allais te La le dire lutte, tu te fais justement. péter la gueule par un Cubain qui fait 140 kilos, qui te démonte la gueule, ou tous les Tchétchènes ou les Russes qui vont te t'exploser alors qu'ils font 80 kilos de poids de corps et qui vont te mettre au sol, tu vas pas pouvoir bouger, tu vas t'immobiliser, peu importe ta force, peu importe qui tu es. Mais vu qu'ils ont un petit titi qu'on va leur zizi et qu'en plus ils prennent les gens par derrière parce que c'est la règle quand les mecs sont down, bah du coup c'est c'est marrant. Mais le jour où le mec il va se retourner, qui va te prendre un suplex et tu vas prendre ta nuque, tu vas la mettre dans ta poche, là, là tu vas commencer à réfléchir et à te dire, allez, c'était peut-être pas la bonne idée de provoquer ce Romanov avec Mais pour donner ses l'exemple d'un moustaches. Faustin, tu vois, pour en avoir fait, il ferait de la lutte, toute la communauté de la lutte, je dirais, putain, c'est bien, vas-y, allez, tu devrais manger un peu Exact. plus. Enfin, parce qu'au final, les gens qui trash talk, ils ont peut-être même pas forcément une mauvaise intention de base, c'est juste que qu'est-ce qui est communément accepté de dire sous les commentaires, tu vois. C'est tout. Il serait dans un autre sport, on lui dirait, putain, vas-y, c'est super, tu t'es mis à un sport, c'est bien, t'améliores ta condition physique, etc. Alors qu'en force athlétique, je dirais que, je ne sais pas si c'est que la France ou si c'est d'autres pays, mais en tout cas, il n'y a pas de volonté communautaire de s'améliorer. Il y a Ouais. une volonté communautaire de voir les gens perdre. C'est tout ce qui Ça fait du intéresse les bien à gens. l'ego, c'est un sport d'ego, ça fait du bien à l'ego. Non, mais dans ce sport particulièrement,
Mais on donnait l'exemple avec les mecs qui célèbrent une fois que le premier, il a bullé ou il a fait le sabar pour célébrer la victoire, tu vois. Ça, c'est un réflexe c'est un vrai marqueur de comment les gens pensent, qu'est-ce qui est important pour les gens en force athlétique. C'est pas que le mec il gagne, c'est que le mec il perde. Il perd. Après, je sais pas si c'est une histoire de mentalité française où on aime bien les perdants et du coup, etc. Ouais, Mais mais en tout cas, il y a un vrai problème, c'est que cette communauté-là ne veut pas que les gens progressent. C'est-à-dire que quelqu'un fait quelque chose de nouveau, c'est tous les mauvais côtés, et le bon côté, ce sera que par la force, en fait. Je te le donne un nombre de exemple. fois, C'est- nombre de mais- fois que j'ai pété des gueules pour ça. Oh. Bah, le problème, c'est qu'en force athlétique, moi, t'imagines, tu fais ta compète et tout, et t'as un mec qui sent une poussée qui vient de je ne sais où, et qui te dit 5% de ce qu'on te dit dans tes DM sur les réseaux sociaux. En fait, qu'est-ce que tu fais face à ça? Tu l'exploses sa gueule? Mais si tu lui Ouais. exploses sa gueule, tu mets plus jamais un pied en FF4. C'est mort, c'est mort. Enfin, Ouais. c'est dans le Mais je sens. pense que sur le moment, je réagis pas. Et après, j'attends le moment opportun. C'est Parce que compliqué. tu peux pas. Il y a des moments où en fait, C'est tu peux compliqué pas. parce que personne, au niveau du public, personne va comprendre ta réaction. Au niveau Exact. personnel, tu vas dire putain, j'ai explosé un mec C'est la pour une zizou. histoire de FF4. C'est la C'est genre, zizou. c'est un sport de cours de récréation et je me suis péta pour ça, moi, adulte. Deux, en fait, il y a aucune bonne solution, tu vois, dans ce sport. Donc, faut pratiquer pour soi. Mais c'est vrai que Ouais, je t'avais fait la remarque, j'avais fait la remarque quand on avait fait débriefer les francs, je me suis dit, tu devrais sortir un peu de la matrice FF4, et tu avais fait la réflexion toi aussi, parce que c'est quand même un environnement. De toute façon, quand tu tournes en rond sur un disque qui est super restreint, le côté un peu gros poisson dans une petite mare, au bout d'un moment, tu deviens fou. Peut-être sortez aussi de temps en temps du côté quelle fédération, quel athlète j'aime bien, etc. Mais plus, est-ce que je kiffe le sport en lui-même? c'est ça. Faites-le Est-ce trop que le pour fait vous. de faire une compétition, c'est sympa ou pas? Dénué de ce côté, c'est telle fédération, c'est tel mythe, etc. On s'en bat à peu près les couilles. Ce qui compte en réalité dans votre carrière d'athlète, il y a deux choses. C'est est-ce que vous êtes content de votre pratique? Et deux, quels sont vos résultats sur Open Powerlifting? C'est les deux choses qui vont rester. Le sentiment et l'accomplissement en carrière. Que vous ayez fait ça dans une salle des fêtes ou au Silent Worker Meet ou au Ou machin, dans une église catholique, à Malte, ils ont fait leur national dans une église catholique. Voilà, ah, tu vas me dire. magnifique. Magnifique. Bah, en réalité, tout ce qui va compter, c'est les chiffres et le sentiment que vous allez en retirer. Si vous vous concentrez sur des sentiments qui sont toujours sur du renforcement négatif, parce que, qu'on le veuille ou non, c'est un peu dans le zeitgeist, dans l'esprit du temps de la force athlétique, de faire les mecs dark un peu et de se dire, ouais, je me fais du mal, machin et tout. Je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça venait à la base. Ça venait sûrement de l'ancienne école où les premières vidéos, Pete Rubins, Constantine Constantinov, on voyait quand même beaucoup de mecs se mettre la misère. Mais bon, eux au moins ils se mettaient la misère parce que ça les faisait kiffer de se mettre la misère. Là maintenant, on a une communauté de mecs qui sont pas prêts à se mettre la misère, ils ont pas les épaules pour ça et ils le font quand même. Et bon, ça donne ce qu'on voit sur les réseaux. Bon, en tout cas, on a fait un bon petit tour sur un petit peu bah, la force athlétique en France. On a fait un retour sur les Open récents de 2024. J'avais deux, trois questions un petit peu pêle-mêle dont on n'a pas forcément parlé. Et ensuite, il y a le sujet potentiellement de la gestion des blessures, même si on l'a déjà un peu balayé. La Et douleur, ouais. j'avais une question pour toi Ouais. qui revient souvent. Sachant que maintenant tu deviens coach, ça fait quelques mois déjà, enfin ça fait un moment que tu coaches et là c'est devenu ton activité officielle, principale. Pour toi, est-ce que l'entraîneur doit montrer l'exemple ou Ouais. l'expression anglaise un peu coaches don't play? Euh, En vrai, ouais. Alors, je vais Je parle de la pas. force athlétique, hein. Je parle pas Ouais, ouais, forcément de tous ouais. les autres sports. C'est justement pour Ouais, avoir le comparatif. je vais même faire après le comparatif parce que c'est très important parce que j'ai des coachs qui m'ont appris la vie. Et en fait, il y a l'école et il y a l'école du sport. Et pour moi, c'est une discipline qui est très importante. J'ai plein d'athlètes, et ça, c'est le truc qui me fait vraiment, ça m'a déjà fait pleurer, hein, où je suis pas le meilleur exemple à des moments. Et j'ai toujours mes athlètes, je leur dis toujours, je suis le pire athlète, mais je serai le meilleur coach pour vous parce que je suis très proche de mes athlètes, je les adore vraiment tous. J'ai eu la chance de pouvoir choisir avec les gens avec qui je travaillais et c'est vraiment un plaisir de travailler avec eux tous les jours. Et parfois, la chose qui me fait vraiment pousser et être quelqu'un de meilleur, c'est vraiment de pouvoir leur montrer ce qu'il faut faire. Et, euh, et je pense que la force, la matrice de la force que tu expliquais, c'est pas une chose qui est de la FF force, c'est pas quelque chose qui est bien. Mais par contre, avoir comme discipline la force, donc pouvoir gérer ses macros, son sommeil, son stress, son environnement et son sport pour, au mieux,
c'est des choses qui sont primordiales dans la vie en général. La force vous rendra plus organisé pour pouvoir gérer des entreprises et pour pouvoir avoir des postes de cadre. Je peux le dire, ça permet de pouvoir vraiment faire la programmation. Bah, quand tu commences ta journée, tu fais une programmation pareille, tu t'organises pareil que tu avais ton programme de force, par exemple. C'est Ça protocoliser sa vie, c'est une des c'est compétences des sportifs au niveau. c'est vraiment ce principe, ça vous apprendra. Même si vous n'allez pas être le champion du monde, vous allez être une meilleure personne. Et c'est au coach de pouvoir expliquer et de montrer ça. Et vraiment de pouvoir réaliser ça en tant qu'athlète, s'il est encore athlète. Et s'il est coach, c'est à lui de pouvoir avoir ce côté à un peu plus montrer les bonnes choses. Voilà, de pouvoir cadrer un peu. Celui qui est trop nerveux, qui dit des choses trop hautes. Voilà, on peut prendre l'exemple de celui qui. Moi, j'ai des athlètes, j'en ai parlé parfois, ça n'avait rien à voir avec la force. Un athlète qui avait fait un mot un peu plus, un mot raciste ou un mot bizarre, tu le prends de côté et tu lui expliques, tu lui dis, attends, calme-toi. Est-ce que là, t'es sûr de ce que tu es en train de dire? Et si tu es sûr, tu assumeras pleinement ce que tu vas dire. Mais en tout cas, voilà, il faut que tu puisses montrer des moments. Et je pense il doit avoir une double personnalité. Il doit avoir une partie coach où tu montres ce que tu vas faire, une partie athlète qui va être liée, évidemment. Et après, tu as la partie personnelle où tu peux être qui tu veux. Mais en tout cas, il faut que tu montres l'exemple en tant que dans la discipline, principalement dans la discipline. Et c'est vraiment, pour moi, c'est primordial. Dans ta façon de parler, dans ta façon de gérer ton stress. Si tu es un coach stressé, tu vas rendre ton athlète stressé. Il y a des athlètes, tu peux juste être présent et pouvoir lui dire ça va aller, ça suffira et il fera sa meilleure compétition que si tu l'avais dit alors là tu vas me prendre 12 milligrammes de ça, puis là tu vas faire ci, puis là tu vas partir là, puis là tu vas dans 3 minutes 3 tu vas me faire ta barre. Et le mec il est déjà en stress. Déjà toi en tant que Mm. personne, évacue ton stress, vas-y. Va hurler dehors avant de récupérer ton athlète et va essayer de récupérer tout son stress. Et là, c'est vraiment, je prends mon exemple de Mohamed OPT. Le mec, il est toujours avec le sourire, toujours. Il coach toutes les féminines. Alors, je sais pas si tu as déjà coaché des féminines, mais féminines, pour moi, c'est le Ah ouais. truc le plus dur à coacher. Enfin, l'autre, c'est toujours imprévisible. Tu vois, Je trouve t'es que là. c'est le plus, je vais dire passionnant, c'est pas forcément le mot, mais c'est le I plus risk, I reward. sympa à coacher Ouais, je suis d'accord avec toi. parce que il y a un côté où tu as plus le rôle d'entraîneur, de coach plus général. Parce que moi, pour moi, il y a un point qui est important que j'ai en tête dès que j'ai un nouvel athlète ou quand je fais mes programmations, quand je réponds à mes athlètes, c'est qu'en réalité, tu as un rôle qui dépasse un peu celui de juste programmateur. Tu as surtout un rôle, en fait, tu es le régulateur et l'organisateur de la passion de quelqu'un. Ça, c'est. Bon, peut-être que certains vont se dire que je me branle un peu avec les mots, mais en réalité, une relation qui se passe bien avec un coach et une programmation, des entraînements qui se passent bien, t'entretiens la flamme, le feu intérieur de quelqu'un pour cette passion qui est la force athlétique. Et donc, quand Mm. tu sais que tu as ce rôle-là, déjà, forcément, tu auras un rôle qui sera multidimensionnel. Tu ne peux pas juste être le programmateur. Ou en tout cas, il faut le dire à ce moment-là, il faut dire que tu n'es pas coach, tu es juste le créateur des meilleurs sheets de France. Et encore, je ne suis pas sûr que tu puisses créer les meilleurs sheets si tu ne connais pas super bien ton athlète et si tu n'as pas un peu cette notion de responsabilité, en fait. C'est Ça, clair. c'est important. Après, bon, faut savoir, faut pas non plus aller trop loin dans le sens où quand l'athlète est dans sa responsabilité et qu'il fait rien et qu'il fait pas bien, c'est aussi ta responsabilité de lui dire. Donc, t'es pas toujours pour être. Le coach ne doit pas toujours être non plus que en réaction à l'athlète. Quelles sont ses envies et comment il a réagi à la séance. C'est pas que dans la réaction. Il faut aussi être de temps en temps proactif quand tu sais que la personne, elle va vers le mauvais endroit. C'est le Pour moi, problème, hein. En c'est un commerciaux, rôle, tu c'est un vois, c'est rôle le de problème. régulateur. Moi, C'est le là où problème je de répondrais à clientèle. à la question, c'est Ouais. que, en fait, l'exemple, il doit être vraiment dans ce côté-là, dans ce côté il doit embody, en français, c'est compliqué, je parle pas beaucoup français en ce moment, mais il doit vraiment incarner la force athlétique, enfin, la pratique de ce sport. Il doit incarner aussi le sport, il doit incarner. En fait, c'est une question d'incarnation. Le coach doit incarner. Il peut pas juste être un. C'est pas une IA, le coach. C'est pas ah, j'ai fait telle performance, qu'est-ce que je devrais faire à la prochaine, tu vois. Il y a une notion qui va un petit peu plus loin que ça. Et bon, ça, je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes qui l'ont compris. En force athlétique, j'ai quand même rencontré, pour avoir fait d'autres sports quand même, j'ai rencontré des profils où ils avaient besoin d'un accompagnement, un vrai accompagnement, pas que uniquement qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine sur la prog. D'ailleurs, je dirais qu'en proportion, il y a pas mal d'athlètes qui s'en battent un peu les couilles de qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine en prog. J'aurais tendance à dire. Il y en a peu C'est en clair. réalité. Il y en a peu. Peut-être que c'est un équilibre qui a à remettre un petit peu plus au centre. Mais en tout cas, l'exemple, il doit être vraiment dans comment tu dois comprendre ta pratique, comment tu vas comprendre ce que tu fais à l'entraînement, qu'est-ce que c'est la vision long terme. Le coach, il a vraiment ce rôle de donner un peu l'horizon, tu vois.
moins le côté, c'est pas forcément est-ce que mon coach il est fort ou pas. Donc c'est plutôt dans ce sens-là que je me rapprocherai de la notion coaches don't play. Mais globalement, il doit montrer l'exemple sur comment gérer sa pratique. Et après, preuve par la réalité, les chiffres montent, je me sens mieux dans ma pratique, j'ai résolu tel problème. Bon, là, on est beaucoup plus sur du rationnel. Ça, c'est l'outcome, il faut qu'elle soit là aussi. Mais il y a un côté où le coach il doit être une dynamique en lui-même, tu vois. Il y a un monde où le coach, le vrai coach, il dit à son athlète, là, faut que t'arrêtes le sport. Et ça, alors ça, Ouais, c'est ouais, bête ce je que suis je vais dire, d'accord. hein, mais un athlète qui n'aime plus le sport et qui se force parce qu'il est fort, bah, faut que tu puisses lui dire, hey, stop. Stop, va faire ce que tu aimes dans ta vie et souvent tu sais, hein, si tu aimes ton athlète, tu sais. Parce que le problème que je vois, et ça je le vois trop souvent, c'est pour ça que je récupère pas mal de personnes et j'ai encore beaucoup de demandes et je suis désolé de ne pas en prendre beaucoup, mais si ton athlète, il en peut plus de ce sport, qu'il y va juste parce qu'il veut être champion et qu'il vit à travers des autres, à travers ce sport parce qu'il n'aime plus le pratiquer, dis-lui de faire autre chose. Enfin, c'est juste ton principe, c'est de prendre la thune de ton athlète, te mettre dans ta poche et te dire, bon, il est en train de souffrir et c'est pas grave, j'ai l'argent. Bon, le miroir, il va faire mal, hein. Parce que là, moi, j'en ai eu trois quatre, c'était des athlètes extrêmement forts. Vraiment, qui auraient pu détruire le championnat de France dans deux, ouais, trois catégories facilement. Bah, je leur ai dit stop. Enfin, à un moment donné, je les ai pas relancés, je leur ai dit maintenant, bah, je suis d'accord avec toi, quoi. Quand ils m'ont dit j'en ai un peu marre, au lieu de les rebooster, c'est déjà une, deux fois, trois fois qu'ils disent qu'ils en ont marre. Tu peux au début dire, hey, c'est pas grave et tout, hein. Pose les bonnes questions à ton athlète. Est-ce que tu aimes toujours ce que tu fais? Et prends-le pas à chaud après un entraînement qui s'est mal passé, hein. De Tu toute prends, façon, tu le vois dans tout, tu le vois dans les feedbacks, tu le vois même, enfin, tu le vois même dans les vidéos d'entraînement où quand tu connais ton athlète, quand tu sais comment il performe, quand tu sais comment il réagit, quand il est bien sous les barres, quand tu vois ouais. que ça fait 1, 2, 3 mois que ça réagit pas très bien, il y a sûrement des choses en sous-bassement qui se jouent et c'est ton rôle à ce moment-là de dire non, quoi. Après, c'est toujours compliqué parce que il y a un côté où il y a beaucoup d'athlètes qui savent pas réellement ce qu'ils veulent aussi quand ils arrivent dans cette pratique-là de la force athlétique. Soit qui Mm. arrivent avec un petit peu un trop haut niveau à la base, donc tout de suite le cerveau il marche bien, hein. Quand j'ai un bon niveau, que je vois ma progression, etc., j'extrapole sur le long terme et je me dis je peux être champion. Et là d'un Ouais. coup, on a une personne, un athlète qui va se projeter et qui va mettre son identité comme je suis un futur champion en devenir, alors que peut-être qu'il a commencé le sport pour d'autres raisons, hein. Quand moi j'ai commencé la force athlétique parce que je voulais être le meilleur dans ce sport, parce que je sentais que c'était quelque chose qui me parlait. Donc quand dans ma tête je me suis dit je vais être champion, c'était aligné. Par contre, j'ai vu plein d'athlètes qui avaient un très bon potentiel, mais qui ont commencé la FA parce que j'ai un collègue qui en faisait, j'en ai fait un peu avec lui, c'est sympa, ou juste j'ai vu une vidéo. Et là, on n'est pas sur des motivations. Enfin, il y a tout à faire, quoi. Il faut savoir quitter en tant qu'athlète. Qu'est-ce que tu veux faire vraiment, quoi? Est-ce que tu veux pratiquer loisir, professionnel? C'est quoi les différences? Et là, pour le coup, le coach, je pense qu'en force athlétique, c'est un sport où le coach a vraiment beaucoup de pouvoir sur concrètement, qu'est-ce que l'athlète va faire de sa carrière, quoi. Donc, avoir ce côté, bien sentir son athlète, savoir quelles sont ses envies. Quand tu sens que ses envies, elles sont décorrélées de son niveau et de ses capacités, il faut savoir lui dire aussi, avec des bons mots, hein. Effectivement, dans un monde un peu parfait, où on donne plein pouvoir au coach, on pourrait se permettre d'être un peu plus rentre dedans. Dans un monde où le pouvoir n'est pas spécialement au coach, où encore une fois, son rôle, il est plus dans la réaction, c'est plus compliqué, mais il faut toujours trouver les mots pour essayer de diriger la personne vers les bons endroits pour sa croissance personnelle, en fait. Pas pour sa croissance juste sur la force athlétique. Parce que de toute façon, la force, c'est tellement un sport long terme il y a de solutions pour la carrière d'un athlète que dans le très Mm. long terme. C'est clair. Mais même pour l'athlète le plus talentueux, hein, il y a de solutions que dans le très long terme. Parce que de toute façon, s'il veut vraiment performer, et je dis vraiment performer, là, on n'est plus à l'époque où tu peux arriver, être dans une caté où personne est, et en 1 an et demi, tu as fait champion du monde, champion d'Europe. Ça a pu exister il n'y a même pas si longtemps que ça en réalité. C'est plus le cas maintenant. Donc même pour l'athlète qui a un gros potentiel, qui arrive à avoir un bon niveau France, on va dire, junior, sub-junior, open, même lui, de toute façon, la réponse, la réalité, elle sera dans 4, 5, 6, 7, 8 ans. Donc, à partir de là, faut traiter au sens de la croissance personnelle aussi. Parce que sans croissance personnelle, il n'y aura pas de croissance sous les barres. Et après, il faut surtout, alors, dans un autre délire, la gestion des champions. Quand tu as un champion junior, sub-junior, il faut surtout pas le limiter à la catégorie junior et sub-junior. Parce que même si tu as un junior sub-junior qui a la capacité de pouvoir être champion ou voir podium, le mec, il va se dire,
dès que je suis champion, c'est une fin en soi. J'ai fini le sport. C'est moi le champion, c'est moi le meilleur, j'ai plus rien derrière. Ou à l'inverse, il va se dire, je suis champion junior, je vais être champion open, et il va avoir la marge. Il va avoir la différence, et là, tu vas le voir abandonner, ça va être trop long pour lui, c'est sur trop long terme, donc du coup, il va se dire, c'est inachevable, genre, si jamais je vais y arriver. De toute Toujours, façon, ouais, vas-y, vas-y. toujours, et ça, c'est par rapport au basket, je dirais la même chose. Moi, quand j'étais au basket, je suis très vite, voilà, je jouais avec les jeunes et je jouais avec les anciens. Je faisais des doublés avec de la N3 ou avec d'autres niveaux. Et je voyais la différence entre juste les vieux qui n'étaient pas dans le meilleur niveau comparé aux jeunes et qui étaient genre 4 5 fois plus forts que les jeunes qui étaient dans le meilleur niveau des jeunes. Et en fait, bah, si vous faites ça, vous allez tomber sur un Gugus qui va vous exploser la gueule. Et voilà, enfin, encore une fois, vous connaissez les champions Open, vous connaissez souvent les champions de France Open ou les champions internationaux Open, vous connaissez pas forcément les juniors, sauf ceux de votre catégorie et encore. Euh, Focusez-vous sur l'avenir en Open et sur un sport à long terme. Des mecs comme Bakelund, comme Tony Cliff, comme Sofiane Belkessir, ils nous ont prouvé le chemin que c'était un sport qui pétait sur du long terme et à 40 piges, on est encore très fort et à 41 et à 37, 36, on est encore champion. Et voire même champion, voire même On est big boss. surtout champion à 33, 34, 35, 36. Mais les Ah gens bah oui. le voient pas encore, c'est juste ils ont une vue trop sur ce sport et trop court terme, mais en réalité, c'est à ce moment-là où tu seras vraiment champion. Alors, Ah bah oui, c'est clair. hmm. C'est clair. Donc voilà, faut pas s'embêter là-dessus et prenez soin de votre corps, putain. Ouais, surtout, un point, quand il y a une personne qui a atteint un statut de plus ou moins haut niveau, donc top 3 France Open de nos jours, on peut dire que c'est un statut de relatif haut niveau par rapport à la pratique de la FA, mieux encore s'il fait de l'inter, etc. Mm. Euh, à partir du moment où la personne a acquis ce statut de champion, alors quand il est champion, c'est pas forcément premier, mais en tout cas, c'est vraiment le haut niveau, le haut du panier, il a acquis ce statut. C'est lui. Donc, quand tu disais ne pas le limiter à une catégorie, c'est même ne pas le limiter du tout. Quand on a affaire à quelqu'un qui a une dynamique tellement forte qu'il est arrivé à devenir un des meilleurs, sa dynamique, son inertie, elle est tellement énorme que si vous la restreignez sur une catégorie, si vous restreignez en fait son identité sur à toi, tu es le champion 74 junior, c'est pas Mm. la bonne manière de gérer un champion. Un Ouais. champion, c'est un champion quoi qu'il arrive. Il sera peut-être plus champion pendant 2 3 ans, mais ça a été un champion, ça sera toujours un champion. Et donc, encore une fois, se projeter à long terme et ne le limiter sur rien. Personnellement, moi, je fais beaucoup de coaching avec des entrepreneurs depuis 1 an. Et c'est des gens, pour ceux qui sont à haut niveau d'expertise dans leur domaine, qui sont très performants, ils sont performants, point. Si vous essayez de lui faire, de donner un conseil très spécifique sur leur domaine, ça n'apporte rien du tout. Par contre, si vous essayez de prendre les grandes lignes, on a cette personne, c'est comme si c'était une boule de flipper qui passait à 100 000 à l'heure. Si vous essayez de l'arrêter, de lui dire attends, truc, on va aller à droite plutôt que ça sert à rien. Par contre, le réaxer un petit peu, lui faire réaliser son inertie, parce que le problème des gens qui sont à haut niveau sur de la performance, c'est qu'ils le réalisent très peu. Il y a une banalisation qui est normale pour eux. C'est lui faire réaliser, lui faire comprendre que son champ des possibles est très très large et que ça se joue à long terme. Et à partir de là, vous ferez du bien à tout le monde qui est à haut niveau dans le sport ou autre. Vous ferez du bien à tout le monde, c'est savoir que la personne a du temps. Parce que la personne qui est dans une inertie folle, qui a fait champion de ci, champion de ça, en 1 an et demi, 2 ans, elle est tellement loin dans son inertie qu'elle est inarrêtable. Et si elle va dans le mauvais sens, c'est pas bon. Donc, ouvrez le champ des possibles aux gens qui sont déjà des champions. Le tout, c'est qu'ils puissent rester dans le game le plus longtemps possible avec la meilleure attitude, le meilleur état mental, et le reste arrivera très naturellement. Écoute, je pense qu'on a fait un... Ça fait 1 heure et demie qu'on recorde. J'ai une Mm. petite idée pour la partie gestion des blessures. Donc, on va peut-être pas la faire aujourd'hui, mais j'ai une bonne idée du côté gestion des blessures. Je t'en parlerai en off. Je pense que ça peut être bien avec un autre intervenant que j'avais déjà dans le carnet d'adresse de se synchroniser là-dessus. Si tu es chaud pour faire un deuxième podcast Nikkei Talk, ça peut être sympathique. Avec plaisir, je suis chaud. Très bien. Bah écoutez, je pense que ce podcast était très disruptif. C'est clair. Ce podcast était très disruptif. Il vous apprendra à être un petit peu plus dans les voies générales, sortir un petit peu de l'hyperspécificité de ce sport. Je pense qu'on a fait des bons sujets aussi en termes d'actualité, donc c'est bien, on n'a pas que parlé de théorie. C'était un très bon podcast, j'ai passé un très bon moment avec toi, Guillaume. De toute façon, on passait un très bon moment en coaching pendant 1 an avec toi, donc C'est c'est clair. normal. Et C'est puis, ben, clair. moi, je vous dis à la prochaine et je vais laisser le mot de la fin pour Guillaume.
J'ai aucun mot à dire sur la fin, hein. Franchement, merci encore pour tout. Merci pour le coaching pendant ces 1 an. Merci pour toutes ces connaissances que tu m'as données parce que franchement, il y en a des choses à apprendre. Et j'espère que le prochain talk sera tout aussi bien. Super. On t'a déjà dit que tu ressemblais à Anthony Costarigo avec 50 kilos Ouais, de en plus? plus gros, non, on m'avait Parce dit que Souleymane Turki et comment ça s'appelle Nino Pizzolato, l'haltérophile. C'est mes là, deux ça grands. fait 1 heure et demie que je te regarde droit dans les yeux et tu sais, on a parlé de Costa ça commençait à faire du dimorphisme dans mes yeux. Et là, Non, je me suis non, dit, en fait, c'est Costa. Stéphanois, non. Non, 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 par pitié, non. Bah, Je fais 2 mètres, tu veux pas me comparer à Costa Rica, je fais sur 4 plus que lui. pas de choses Non, non, comme non, ça, non. pas de body discrimination. J'attendais ça. J'attendais ta réaction. Bon, allez, à très vite, à la prochaine pour le prochain podcast et ciao, ciao.